Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts et prêtes pour cette quatrième, je crois, session d'interview. Aujourd'hui, on reçoit Jérôme Ramaker, qui fait beaucoup de choses dans le domaine de la communication culturelle, qui est à la fois conseiller en communication culturelle, qui a écrit des livres aussi, qui donne des cours et qui fait des conférences. Donc pour moi, c'était assez pertinent de l'inviter pour échanger parce que je pense qu'il a beaucoup de choses à m'apprendre et à nous apprendre. Donc, comme d'habitude, j'ai préparé mes petites questions et bien sûr, vous êtes invités à poser les vôtres. Voilà, j'espère que vous êtes de bonne humeur et que ça va bien. Et on va accueillir du coup Jérôme Ramaker et je vais le laisser se présenter. Bonjour, rebonjour. Ouais. Bonjour et merci de m'accueillir chez toi, enfin, chez Twitch. Ouais. Oui, non, tu m'as bien présenté. Effectivement, moi, ça fait depuis quelques années maintenant que, on va dire que je conseille et que je forme des professionnels de la culture à la communication. Et donc, que ce soit des artistes émergents, mais aussi des équipes de théâtre, de musées ou de centres culturels. Et voilà, j'ai depuis pas mal d'années mis au service, on va dire, du secteur associatif et culturel toutes les compétences que j'ai pu développer en communication. Ok. C'est pas facile forcément de te présenter avec tout ce que tu as fait, avec tout ce que tu fais. Donc voilà, fallait être exhaustif, mais si je l'ai fait, tant mieux. Pour moi, tout se tient en fait. C'est vrai que j'ai beaucoup de casquettes puisque je suis à la fois conseiller en communication dans une agence, mais je suis aussi formateur, je suis prof dans d'autres écoles à Bruxelles. Je m'occupe encore de projets en tant que communicateur, mais tout se tient. Voilà, le lien, c'est la communication culturelle. Ok. J'en profite pour dire bonjour à Snimo, qui vient de nous rejoindre et qui assiste à la première interview. Bienvenue. J'espère que ça te plaira et n'hésite pas à poser des questions si tu en as envie. Bonjour Pangeline, bienvenue aussi. Merci d'être toujours présente, ça fait plaisir. Donc, comme je disais, on reçoit aujourd'hui Jérôme Ramaker qui a plein de casquettes mais comme il nous expliquait, tout est lié à sa passion et à son envie de travailler dans le domaine de la communication culturelle. Donc voilà, il a ses plusieurs casquettes, comme je disais, à la fois professeur, conseiller, auteur, conférencier. Et une des premières questions, peut-être pour comprendre ton parcours, justement revenir sur tes études, ton parcours professionnel, pour comprendre un peu qui tu es. Ok. J'ai fait des études de journalisme. Mhm. Donc, j'ai fait euh, voilà, 4 ans. Chez nous, c'était 4 ans avant, donc une licence en journalisme d'information. Euh, et quand j'ai été diplômé, je suis parti un mois au Burkina. Je savais pas trop quoi faire en revenant. Et je me suis inscrit dans un DES, donc un diplôme d'études spécialisées en gestion culturelle à l'université. Et à peine j'ai commencé à faire donc gestion culturelle que j'ai été engagé comme directeur de la communication d'un musée. Donc faut se rendre compte qu'à 23 ans, je me suis retrouvé devant la création d'un nouveau projet culturel muséal euh, où voilà, le collectionneur privé m'a contacté en me disant j'ai un bâtiment qui était un ancien bâtiment industriel qui avait un espace dédié à la culture et on a tout créé de A à Z, donc que ce soit de la scéno, que ce soit l'identité du musée. À l'époque, les réseaux sociaux n'existaient pas, donc j'ai créé un site internet avec Go Live, à l'époque ça s'appelait ça. Euh, et on était un des seuls musées, par exemple, à avoir aussi un site internet. Voilà, c'était vraiment nouveau dans cette démarche-là de communication culturelle. Et voilà, le projet a duré pendant 2 ans parce que financièrement, ça n'a pas été reconnu par l'État et donc on n'a pas pu continuer. Mais je me rends compte que le musée dans lequel j'ai fait mes armes, en 2 ans, on était reconnus partout. Les auteurs de bande dessinée venaient chez nous comme s'ils étaient chez eux. Et on a fait plein d'expos, plein d'événements. Et voilà, ça a été vraiment le début où j'ai pu me rendre compte aussi que ce que j'ai appris en gestion culturelle et en journalisme était utile, mais que ce n'était pas suffisant. Et donc, j'ai pu développer alors mes propres approches de la communication. Et il t'avait recruté en tant que journaliste, c'est ça? Ou pour des missions Ouais. plus larges Non, je cherchais quelqu'un dans la communication
parce que lui, il avait voilà, le côté plutôt collectionneur et gestionnaire. Et donc, effectivement, j'ai pu même mettre en place tout le service pédagogique et la médiation Mm. culturelle. J'allais dans des réunions avec des directeurs de musées qui avaient 3 fois mon âge et qui ouvraient de grands des yeux quand ce que je leur apportais, c'était des innovations pour eux, des nouvelles façons de faire. Et c'est vrai que j'ai eu souvent carte blanche dans mes métiers pour pouvoir oser ce genre de choses. Et je prouvais qu'en osant, ça fonctionnait. Et du coup, c'était quoi à l'époque, si je peux dire, tes missions, c'était quoi au niveau de la communication? Il y avait le site Alors, internet, il y avait un peu de presse, c'était quoi? je pense que c'est un peu la réalité de tous les communicateurs dans le secteur, c'est qu'on fait un peu tout comme, bah, soit il y a carrément pas de chargé de communication dans les lieux culturels. Moi, j'en rencontre encore aujourd'hui qui me contactent et qui n'ont pas de chargé de communication. Mhm. Ou alors c'est un poste qu'on donne à n'importe qui en se disant: «Tout le monde sait le faire». Et c'est vrai que moi, il m'avait demandé de m'occuper un peu de tout. Donc j'avais à la fois, effectivement, le côté, site internet, mais aussi, attaché de presse. Comme j'avais fait journalisme, bah, c'était facile pour moi Mhm. de rencontrer des journalistes, de parler parce que je savais ce dont ils avaient besoin. Ça, c'est très important, enfin, quand je trouve dans les études qu'on fait, pouvoir se servir de ce qu'on a fait, mais à d'autres fins. Enfin voilà, donc moi, c'était, assez facile. J'ai tout de suite éliminé les conférences de presse frontales avec une table où on invitait les gens. C'est directement, c'était dans des rencontres avec les auteurs, dans des expositions ambulantes. Enfin, on a eu voilà, tout de suite un parti pris. Je m'occupais, je sais pas moi, de la rédaction des dossiers, de l'accueil du public, tout Mhm. en fait. Médiation culturelle avec les écoles, je créais tous les ateliers. Donc c'était vraiment la communication au sens large, quoi, interne, externe. Je faisais des conférences, il y avait des ministres qui venaient, enfin voilà, tout. Et c'était ta première expérience en tant que communicant culturel. C'était ta première Ouais, expérience. Et c'est ça ouais. qui t'a donné envie de continuer dans cette voie? Alors, Ou ça, t'étais ça m'a déjà engagé là-dedans, enfin dans ce domaine-là ça avant? ça m'a conforté sur ce que je voulais faire. Parce que, même pendant mes études, quand on étudie en journalisme, on doit faire plein d'articles, plein de reportages et je m'étais axé sur la culture parce que j'avais choisi de le faire et même quand je cherchais du travail, en sortant des études, je disais: «Non, je veux travailler dans le culturel». Donc ça a confirmé. Mhm. Mais c'est vrai que j'avais déjà un pied dans le secteur événementiel, culturel et associatif, parce que et donc c'est un peu la photo que tu as utilisée pour, Hem, moi, à l'âge de 9 ans, j'ai commencé un sport qui était un peu particulier. C'est qu'au lieu d'écrire, football ou gymnastique ou danse, moi j'écrivais trapèze volant. Parce qu'effectivement, il y a quelqu'un de ma famille qui a créé une école de trapèze volant à Bruxelles, heu, en 99 et donc 99. J'ai commencé directement, donc de mes 9 ans à mes 26 ans, j'ai été porteur, voltigeur et prof de trapèze volant. Et au sein de l'atelier du trapèze, on rencontrait beaucoup d'artistes pro, semi-pro ou amateurs qui se croisaient. Et c'est vrai que moi, j'ai commencé aussi à croiser ces artistes et à discuter avec eux de leur communication. Et c'est là où je me suis rendu compte que de manière informelle, je commençais à les conseiller, à leur donner deux, trois petits trucs, Mhm. deux, trois astuces. Mais genre, c'était à la fin d'un festival ou à la fin d'un spectacle, sur le coin d'une table, dans un restaurant, on discutait, on gribouillait deux, trois cartes de visite vite fait. Et c'est là où je me suis dit: «Tiens, moi, je peux être utile aux artistes émergents et aux projets culturels parce que j'ai ce bagage, cette connaissance-là un peu du secteur artistique et culturel pour l'avoir pratiqué et en même temps, bah, moi, j'ai fait des études et je veux que ces études servent à quelque Mhm. chose». Et donc c'est vrai que pendant, bah, voilà, moi, quand j'étais étudiant, il n'était pas rare que j'aille sur des événements cirque jusqu'à 3 heures du matin et à 8 heures, je me retrouve, au cours, quoi. Donc j'alternais et j'avais vraiment cette rencontre-là avec le secteur et ça me voilà, ça je crois que ça m'a permis de commencer à faire des contacts et c'est vrai que ce sont les artistes eux-mêmes qui ont commencé à me dire: «Ce que tu nous dis est intéressant, il y a personne qui nous parle comme ça de communication». Mhm. Donc c'est pas moi qui du jour au lendemain me dit: «Ah, je vais être conseiller, je vais être formateur». C'est vraiment venu d'eux et où je me sentais utile et je dis: «Bah, alors je vais continuer. Dites-moi, je vous aide, je vous fais, et puis un jour on m'a dit: «Tu sais qu'on peut te payer pour?» «Ah OK». Mais voilà, mais tout a commencé Ouais, de ouais, manière ouais. généreuse quoi, assez, «Je le fais parce que moi j'ai ces compétences-là et je vous aide». Ouais, 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 bah ça c'est. Ouais, c'est. De la passion qui s'est croisée à des compétences et ça a fait un métier, quoi. Voilà, mais c'est le fait, quoi. C'est vrai que c'est quelque chose qui n'existait pas. On m'a déjà reproché au début, de former les artistes à la communication. On me disait qu'il y avait pas d'emploi pour ça et effectivement, moi, voilà, je me suis accroché et j'ai trouvé que c'était utile et important. Ok.
Je prends au vol la question de Snimimo, c'est pas facile à prononcer, qui demande quels sont vos conseils pour les futurs diplômés du secteur culturel com avec le contexte Covid. Des perspectives pour l'avenir du secteur? Ah, Belle voilà, question. on a direct. Pour moi, il y en a plein et en fait, le confinement et la crise a marqué, l'importance de la communication pour un opérateur culturel. Je m'explique. Avant, comme je disais, parfois, il y a même pas de projet de communication, c'est quelque chose qu'on fait, parce qu'il faut ou comme on a l'habitude de faire. On va faire une affiche, on va faire une brochure. Hem, les erreurs qu'on faisait souvent aussi, que moi je peux observer par exemple, les pages Facebook des musées, c'est que, ils reproduisent les pratiques du print dans le web. C'est-à-dire qu'ils vont faire, de l'annonce d'expos et cetera, hem, sur Facebook, alors que Facebook l'utilise différemment. Donc voilà, il y avait un manque d'évolution des pratiques dans le secteur et un manque d'adaptation, en fait, à l'évolution de la communication. Et ensuite, il y a eu la crise et la communication, c'était à la limite le seul poste qui existait encore et tout le monde passait par la communication pour être en relation avec le public, puisqu'il n'y avait plus moyen d'ouvrir les lieux. Moi, ma seule crainte aujourd'hui, c'est que, une fois qu'on va reprendre, on va dire Mm. à la normale, les activités, il n'y ait plus cette énergie-là et cette créativité là qu'on a pu voir depuis plus d'un an et qu'on retourne dans les travers de nos vieilles habitudes. Et c'est vrai que moi, quand j'interviens dans le secteur, voilà, moi j'ai donné une formation avec il y avait 10 musées, je crois, d'une région. Ma première question quand je les ai vus, c'était de dire: «Qui a une stratégie de communication?» Personne. J'ai fait: «OK, ben, on a 3 jours pour construire ça pour vous» et c'est vraiment je pense qu'il y a un enjeu. J'espère que la crise a pu montrer à tout le secteur culturel que la communication est un poste à part entière et qu'on ne doit pas le mettre en fin de course. Souvent, c'est le dernier truc: «Tiens, voilà, je fais une expo, tu Mm, communiques», mm. mais tu as pas été impliqué dedans et je pense que la communication doit être vraiment impliquée dès le départ dans le projet parce qu'elle prolonge le projet. Elle le complète, elle le prolonge et c'est pas juste, faire de la pub et faire de la promo ou de la retape. Donc pour moi, il y a beaucoup de choses à inventer et effectivement, pendant toute l'année ici, j'ai beaucoup été sollicité pour prendre du recul, réfléchir, analyser ce qui se passait et aujourd'hui, j'ai envie qu'on trouve des solutions, quoi. Mm, mm. Voilà et je pense que c'est ça aussi. Moi, j'ai pris le temps, en janvier, par exemple, d'appeler mes anciens étudiants qui étaient en poste dans le secteur culturel pour voir comment ça allait. Juste à bâton rompu, pendant 1 heure, j'ai discuté, en individuel avec eux pour sentir et pour voilà, trouver des pistes ensemble. Donc il y a une impulsion, mais on le sent, même moi en discutant un petit peu avec les professionnels du secteur, on sent qu'il y a une impulsion pour à professionnaliser, ou du moins je sais pas comment dire, mais amener vraiment une patte stratégique plus encore grâce au confinement. J'ai l'impression que enfin, certains musées en tout cas veulent prendre le temps d'y réfléchir. Mais est-ce que derrière, c'est des questions aussi qu'on se pose beaucoup, est-ce qu'il y aura les sous? Est-ce qu'il y aura les postes pour ça aussi? Voilà. Alors, c'est là où c'est intéressant entre guillemets, d'être conscient des contraintes. Moi, il y a une formation que je donne pour les chargés de com des centres culturels qui s'appelle «Tire ton plan» et c'est un peu l'astuce de dire: «Ah bah, OK, l'art de communiquer avec peu de moyens». C'est intéressant de voir quels moyens on a, quelles sont les contraintes qu'on a et qu'est-ce qu'on peut faire avec ces moyens. Mhm. Si jamais on a d'autres objectifs, c'est là où le musée doit se dire ou n'importe qui, un porteur de projet doit se dire: «OK, mais quels sont les investissements que je peux mettre?» et effectivement, on peut se rendre compte on peut faire plus avec mieux, mais c'est pas pour ça qu'on peut faire moins bien avec moins. C'est-à-dire qu'on peut se débrouiller avec les outils qu'on a aujourd'hui, surtout avec internet, avec les réseaux sociaux et tout, pour porter le projet culturel de manière intelligente, quoi. Et donc oui, effectivement, il y a des lieux culturels qui se sont peut-être rendus compte que, bah, sans ligne éditoriale et sans vraie stratégie, ils étaient un peu perdus aujourd'hui avec le confinement. Ils n'arrivaient pas à communiquer au-delà de faire la promo de leurs expos. Ben non, on peut communiquer sur les valeurs du projet, on peut faire des relations avec les publics autrement. Et voilà, moi j'espère que ça va être sensible parce que c'est ça, au fait. Quand les musées m'appellent, souvent, c'est parce qu'ils perdent du sens dans leur communication. Ils savent plus pourquoi ils communiquent, comment ils communiquent, ils Mhm. sont perdus dans toutes les informations qu'ils doivent transmettre. Et si on peut justement profiter de cette pause pour voilà, se reposer ces bonnes questions et se dire: «OK, ben voilà, comment est-ce qu'on a envie de communiquer à partir de 2021-2022?» et voilà, de se donner les moyens de faire ça, sereinement pour que aussi, ben voilà, la communication soit reconnue au sein d'une équipe comme les autres, quoi. Et du coup, j'en profite pour rebondir avec une autre question
je voulais te poser par rapport à ton pseudo artisan communicateur. Est-ce que c'est lié à cette idée du coup de faire aussi avec les moyens qu'on a en fait? C'est cette notion d'artisanat-là ou c'est pas du tout ça? Pas vraiment, mais ça Pas peut être vraiment. intéressant. Non, moi, en fait, ce terme, je l'ai créé lorsque j'ai écrit mon premier ouvrage, donc communiquer son projet artistique. Dans l'introduction, je voulais expliquer ma démarche et c'était difficile d'expliquer comment est-ce que moi j'approchais la communication. Et en écrivant, j'ai commencé à décrire, ben, c'est comme un artisan. En fait, je manipule la communication comme une matière vivante et je personnalise, on va dire, je fais du sur-mesure au niveau des outils et des Mhm. stratégies en fonction du projet. Et donc, chaque outil, chaque stratégie, chaque plan de com est différent en fonction du projet, mais il y a cette patte et il y a aussi cette matière vivante artisanale, quoi. Et donc voilà, il y a vraiment cette démarche-là d'artisan communicateur où je signe aussi heureux qui communique, Mhm. euh, voilà, pour montrer cette démarche qui, c'est aussi, je pense, pour désacraliser le marketing culturel et la communication auprès du secteur qui a un peu peur, qui voit vite des agences publicitaires, des annonceurs, voilà, le côté commercial marketing qui Mhm. fait un peu peur au secteur, et où je leur explique, mais non, mais moi j'ai une approche vraiment du projet où on va faire en sorte que la communication va développer votre projet et pas vous le formater, pas vous expliquer ce que vous devez faire. Et voilà, je pense qu'effectivement, avec ce terme-là, j'arrive à leur transmettre ma démarche, qui est vraiment d'à chaque fois m'asseoir à côté des porteurs de projets, quoi. Je vais dans les lieux culturels, je vais m'asseoir à côté des porteurs de projets, et je vais pas faire le travail à leur place, je vais pas être le prestataire qui va leur Mhm. dire voilà ce qu'il faut faire, mais on va réfléchir ensemble et je vais leur trouver une stratégie qui leur est propre. Et donc voilà, c'est ce côté, je crois, artisan communicateur, du côté vraiment de la manipulation de la communication comme vraiment, c'est ça, quoi, comme une matière vivante qui évolue du coup. C'est-à-dire que, voilà, comme j'ai déjà dit, pour moi, il y a des pratiques aujourd'hui dans le secteur qui sont vieilles d'il y a 20-30 ans. Et il y en a qui doivent évoluer, et la matière évolue, elle est vivante. Ok, ça marche. Parce que c'était assez curieux. Moi, du coup, je me suis beaucoup posé de questions sur ce pseudo-là, si je puis dire. Donc, ouais, ça fait sens en tout cas quand tu l'expliques. Euh, Du coup, tu as eu ta première expérience de chargé de com culturel avec la création de ce lieu, dont je me souviens plus du nom, mais BDJG. le musée. BDJG, je vais te l'écrire. Ah, merci. Euh, Ah oui, le musée BDJ. Et t'as eu d'autres expériences en com culturel en établissement ou après t'es directement passé Au niveau des artistes. ouais, à Euh, autre en chose? fait, je suis entre les deux. Donc, je suis intervenu aussi dans un lieu de création et de formation euh, d'artistes. Je suis intervenu aussi dans pas mal de secteurs associatifs parce qu'effectivement, bah, le culturel fait partie du secteur associatif et moi j'étais déjà investi comme bénévole dans des assos et donc j'ai aussi mis au service du secteur associatif mes compétences de communicateur dans des fondations, dans des ASBL. Mhm. Il y a un exemple où j'ai été rédacteur en chef d'un magazine pendant 15 ans, je crois, un magazine associatif. Donc c'est aussi une expérience du journalisme qui est plutôt associatif, Mhm. plutôt créé et engagé dans des valeurs. J'ai été engagé aussi dans une agence d'événements, donc agence événementielle, et qui, comme par hasard, n'engageait que des artistes de cirque. Donc c'est un peu pour ça que je suis rentré dedans aussi. C'est vrai que j'ai mis le pied dans le secteur culturel par le cirque, et puis après, j'ai commencé à m'ouvrir à plein d'autres, de par mes rencontres, en fait. Mhm. Donc, il y a tous ces éléments-là au sein de. Disons que j'ai eu plusieurs parcours parallèles, puisque à côté de mon travail, on va dire temps plein au sein des associations, au sein des lieux culturels et tout ça, je commençais à développer mes formations pour les artistes émergents que je commençais à croiser et qui commençaient à se fédérer, enfin voilà, de se rassembler. On commençait de plus en plus à me demander d'intervenir. Euh, et ça me permettait vraiment de faire la part des choses aussi entre mon travail, des deux casquettes, Mhm. avec la troisième qui est arrivée du coup en tant qu'auteur, puisque à force de partager des conseils, j'ai commencé à les mettre dans des livres pour que ça se partage de nouveau dans cette générosité de dire ne gardons ça, pas ça pour Mhm. nous, il faut que ça se diffuse. Euh, et alors, l'autre expérience que j'ai eue et qui continue depuis le début,
toujours dans le domaine du cirque, c'est que je m'occupe de la communication d'une compagnie de cirque qui fait des tournées partout dans l'Europe. Et là, sauf que maintenant, on est coincé, on peut pas tourner, mais c'est vrai que depuis la création de la compagnie, qui date aussi, je crois, de 2003, je me suis toujours occupé de leur communication. Au début, c'était allez, je te fais ton site, je te fais tes petits flyers, et puis on a continué. Et donc c'est la compagnie Les Petits Bras. Voilà, elle tourne partout dans l'Europe. C'est une des grosses compagnies quand même dans les arts du cirque qui tourne dans tous les festivals. Et ça, c'est une chouette expérience aussi parce que je teste des choses avec eux. C'est pas parfois il y a des choses qu'on essaye qui marchent pas, mais on a aussi ce laboratoire-là pour essayer et pour comprendre la réalité. Même si je les connais depuis longtemps, il y a encore aujourd'hui des moments où ils me disent « Ah non, 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 mais là, ce que tu nous proposes en tant que communicateur, nous, on n'est pas d'accord en tant qu'artiste. » Et donc, on a encore des discussions. Et moi, j'essaie de leur trouver des outils et des stratégies qui collent avec leur réalité. Parce que, voilà, imaginez une communication pour une compagnie qui tourne, c'est-à-dire que tous les week-ends, ils sont dans une autre ville d'Europe. Ils sont tout le temps en déplacement. Pas la même chose qu'avoir un lieu culturel où le public il est fidèle à un lieu. Ici, on doit fidéliser un public qui est mouvant, quoi, qui suit. Ouais. Et ce côté nomade, je l'ai aussi moi dans les formations, c'est-à-dire que je donne des formations partout en Belgique. Enfin, je le donnais partout en Belgique. Ça, je me suis rendu compte aussi qu'avec le confinement, je suis devenu un peu sédentaire, mais je partais à 6-7 heures du matin faire des heures de train et aller donner des formations un peu partout en Belgique. J'ai donné en Italie aussi et en France. Je vais plusieurs fois par an à Tours pour donner des formations. Moi, voilà, j'étudie à Tours, moi. C'est chez Ecopia, et c'est vrai que c'est le fait de toujours pouvoir être à disposition, d'être disponible des gens qui me le demandent, et je me déplace, et j'y vais, et je suis confronté à leurs demandes aussi. C'est-à-dire que ce soit des qui m'appellent pour me dire, écoute, on n'a vraiment aucune stratégie, ou une directrice de théâtre qui me dit, le poids, le nom de mon théâtre est trop lourd pour moi, il faut que tu m'aides à me lancer. Mais voilà, je vais à chaque fois, et c'est toujours des enjeux différents, ou des artistes émergents qui débarquent avec leurs petits projets, qui veulent se lancer, ils ne savent pas comment faire. Et c'est, voilà, moi, je suis confronté à ces réalités-là, et je dis, OK, on cherche, on réfléchit ensemble, on vous conseille. Et voilà, je crois que par an, à peu près 300-400 projets créatifs que je croise dans les formations, en plus des consultances, quoi. Et aujourd'hui, là, depuis 4 ans, là, j'ai rejoint une agence de communication qui s'occupe du non-marchand. Okay. J'ai intégré un consultant auprès d'assos comme de lieux culturels, comme de, je sais pas moi, tout le non-marchand sans slash. Ouais, donc t'as dû voir beaucoup de choses en termes de domaine et de type de communication aussi, parce que je pense qu'une troupe de cirque itinérante, c'est pas du tout la même communication qu'un musée des beaux-arts, par exemple, ou que, enfin, totalement différent. C'est ça qu'il faut pouvoir leur dire aussi. Ouais. C'est de dire, ça sert à rien de copier-coller ce que vous voyez chez les autres. Faites ce qui vous correspond à vous. Par contre, à force de se rencontrer plein de porteurs de projets, c'est intéressant parce que ça nous force aussi à trouver des solutions au niveau de la communication et de les aider. Et donc, effectivement, même si on a des outils pour faire émerger les besoins, les solutions, elles viennent après au fur et à mesure, quoi. Et j'en profite pour dire bonjour à Thor Wicke et bienvenue. Et je prends au passage la question de Sninimo. J'y arrive. Comment se positionnent les artistes par rapport à la communication? Est-ce qu'ils veulent un peu trop la maîtriser ou est-ce qu'ils vous laissent une grande marge de manœuvre et de liberté? Comment se passe la relation avec les artistes? Alors, pour la compagnie de cirque, on s'est réparti le travail, c'est-à-dire que moi, je crée la stratégie, les outils, mais je leur laisse quand même la main sur les outils parce que bon, ils doivent pouvoir les utiliser. Il y a un site, c'est eux qui mettent à jour leurs dates, c'est eux qui s'occupent aussi de leurs réseaux sociaux. Moi, genre, je gère aussi un peu certains réseaux sociaux comme Instagram pour eux, mais j'essaye aussi qu'on se répartisse le travail. Pour les artistes que je rencontre en formation, il y en a qui sont vraiment en demande parce qu'il y a une réalité aujourd'hui et toujours et depuis des années qui ne forment pas les artistes à la communication dans les écoles supérieures artistiques. C'est une vraie lacune, un vrai manque. J'ai une étudiante qui refait son TFE cette année là-dessus et elle a fait le même constat que moi il y a 8-10 ans, quoi. Donc ils sont en manque de formation là-dessus. Et donc il y a une partie d'artistes qui vient en disant oui, j'ai besoin de communiquer, explique-moi ce qu'il faut faire. Et j'ai une partie d'artistes qui sont très réticents à ça. C'est surtout les artistes plasticiens. Je sais pas bon. Mais il y a enfin si, j'ai ma petite idée. Et je suis tout à fait d'accord avec eux. Ils disent, je n'ai pas besoin d'expliquer ou de communiquer sur mon œuvre, je veux que le public soit en contact direct avec l'œuvre. Je ne veux pas donner d'indications, j'ai envie que c'est le public lui-même qui, en étant en contact avec l'œuvre, qui
qu'il interprète à sa manière. Et effectivement, chaque œuvre d'art, c'est déjà un acte de communication pour l'artiste. Il veut déjà faire passer un message à travers cette œuvre. Et le rôle de nous, à la communication, c'est d'essayer de transmettre ce message. Et donc moi, j'explique à ces plasticiens qui sont parfois un peu réticents à communiquer, de leur dire, ok, tu veux qu'il y ait une relation directe avec le visiteur et que tu ne leur donnes pas trop de clés de lecture, pas de souci. Mais il faut quand même que le visiteur vienne. Donc tu dois quand même essayer d'ouvrir la porte pour qu'ils viennent voir ton œuvre et après, à toi de voir si tu leur donnes plus d'indications ou pas. Donc il y a vraiment les deux, quoi. J'ai souvent des hyper réticents, et c'est pour ça que je fais exprès d'utiliser le terme marketing culturel, je crois, pour un peu les titiller. Et puis il y en a qui sont en demande, mais alors parfois qui ont une pratique des réseaux sociaux, on va dire, très personne lambda, consommateur, on va dire, mais pas du tout comme stratège, pas du tout comme communicateur, c'est-à-dire qu'ils savent partager des choses, liker, etc., mais qui n'ont pas une réflexion de communicateur sur la manière d'utiliser les réseaux sociaux pour faire la communication de leur projet. Ben, je rejoins le commentaire, ça doit être un vrai challenge à chaque fois de s'adapter et Oui, de oui, et parfois voilà. je suis très fatigué à la fin d'une journée. Surtout quand je fais des séances où il y a, je sais pas, une 10-15 artistes, et que je passe d'un projet à l'autre. On l'a testé ici en confinement, j'ai fait un speed coaching virtuel. Et donc, en gros, tous les demi-heures, il y avait un artiste différent qui apparaissait sur mon écran. Et on a fait ça pendant une journée. Ouais, mentalement, c'est fatigant le temps de comprendre, de se mettre à la place de l'autre et de... Et c'est là où je pense que s'il y en a qui nous écoutent, qui veulent faire ce métier-là, c'est vraiment prendre le temps de faire parler l'artiste. Et c'est valable pour les commissaires d'exposition, pour les chanteurs, enfin voilà, tout le domaine culturel. C'est de faire parler du projet et d'essayer de rentrer dans le projet pour voir comment est-ce qu'en communication, on peut dire « Ah, ce que tu me dis là, c'est intéressant, ça aussi, ça, c'est pas intéressant », et voir comment est-ce qu'on peut les amener pour trouver des pistes de communication. Donc vraiment, je crois que la communication, on doit être curieux de l'autre. On doit avoir envie d'en savoir plus et voilà, et de les aider à prolonger leur projet, quoi. Ouais, bah là-dessus, je suis totalement d'accord. Faut pouvoir se mettre à la place de l'autre, le comprendre et avoir quand même ce petit regard stratégique pour savoir où on s'axe, qu'est-ce qu'on garde. Ouais, je suis plutôt Parfois, leur d'accord. aussi, hein, je me souviens d'une artiste qui m'avait montré un folder, c'est un spectacle de danse. Elle me dit, regarde, le folder, il a été fait par un graphiste, il est bien, il est bien. Je fais, oui, il est bien construit. Mais la photo que tu as mis, elle parle pas. Ça peut n'importe quel spectacle, la photo, elle ne parle pas de ton projet. Et donc le lendemain, elle est venue, je lui ai dit, amène-moi toutes des photos. Et tous les autres qui étaient autour de la table, on a tous désigné la même photo, en disant, celle-là, elle parle de ton projet. Et donc voilà, c'est des petits détails comme ça où je me dis, bah, si ça peut aider et être plus parlant, c'est toujours intéressant. Et aussi, je me suis rendu compte que la communication, elle donne confiance. Surtout dans ceux qui lancent dans un projet, à un moment donné, bah, on va être obligé d'en parler. Et comment est-ce qu'on va en parler? Et le fait de réfléchir à la communication de son projet, ça redonne confiance aussi à son projet. Et donc alors qu'ils ont à la base une appréhension en disant la communication, j'ouvre mon ordinateur, j'ai une page blanche, c'est contraignant, j'ai pas le temps de communiquer, ça me prend du temps et tout ça. Quand on travaille et qu'on discute après 1 heure sur la manière dont moi j'aborde la communication, ça va être vraiment l'inverse. Ils vont vraiment avoir cette démarche de ah oui, ça me redonne confiance dans mon projet et je peux faire ça et je peux faire ça. Donc c'est vraiment porteur. Ouais, ça vient redonner du sens aussi en fait, parce qu'on creuse, on veut comprendre, on veut valoriser, donc il faut comprendre. Et des fois, oui, ça remet en question ou ça remotive. Oui, parce qu'on pose des questions. Enfin voilà, moi je travaille beaucoup avec des questions. Je leur demande pourquoi. Et alors là, parfois ça coince. Parce qu'il y a déjà eu des lieux culturels où je leur ai demandé quelles étaient les valeurs de votre lieu culturel. Il n'y a personne qui savait me répondre. Je dis attendez, là ça pose question. Et en même temps, après, quand on leur parle comme on a vu ici pendant le confinement, le fait de prendre certains éléments, de montrer des coulisses, de montrer certaines choses, il y en a qui disent, mais ça se fait pas. Je dis, ben, essayez, vous verrez que ça va marcher. Ah ouais. Et ça, c'est toujours, voilà, c'est gratifiant quand les gens me rappellent après en me disant, oh, j'ai fait ce que tu as dit, ça marche. Je dis, ben, oui. Mais c'est parce qu'ils osent pas, hein. Ouais. Il y a encore certains freins dans le secteur. Le fait d'oser. Et ça ne veut pas dire qu'on vend son âme au diable et qu'on fait du commercial, hein. C'est juste qu'on se permet d'oser, de parler de son projet un peu différemment que toujours le même communiqué de presse classique, quoi. Ah, salut Queen Asena.
Bah, merci d'être passé et bon live. Moi, je regardais le tien juste après, je pense. Parce qu'on lance nos lives à chaque fois en même temps. Donc, merci d'être passé. Du coup, j'enchaîne avec une autre question. Euh, donc, tu nous as présenté un peu toutes tes expériences dans le domaine de la communication culturelle et quel a été le déclic pour justement commencer à transmettre, que ce soit par l'écriture, les conférences, les cours. C'était naturel ou il y a eu un Alors, truc donc, comme j'ai dit, effectivement, je commençais déjà à conseiller un peu de manière informelle les artistes en festival, après les spectacles. Ensuite, je me suis dit, je vais tester une première formation. Donc, au sein de l'atelier du trapèze, j'ai créé une petite formation, juste comme ça, avec 3-4 projets. Et je crois que j'étais en pleine formation, qu'il y a déjà quelqu'un qui m'appelait d'une structure en disant, tiens, ce que tu fais, on ne le fait pas chez nous, c'est ce que tu veux pas venir. Je dis, ok, je me renseigne, enfin, on reprend contact. Et c'est vrai que ça n'existait pas. Des formations en communication pour les artistes et des formations en communication culturelle, ça n'existait pas pour le secteur, quoi. Et donc, je suis rentré dans une première structure qui s'appelle Artist Project, euh, très vite parce qu'il y avait personne. C'était aussi un collectif avec des gens qui étaient plus dans le domaine du théâtre, de la vidéo, de la danse, mais il n'y avait pas au niveau du cirque et il n'y avait pas aussi au niveau de la communication. Il y avait une jury, il y avait quelqu'un qui était plus dans la gestion de projets administratifs, budgétaires, et donc voilà, donc on s'était bien. J'ai commencé à faire des interventions juste invitées, comme ça, une après-midi à discuter avec leurs participants. Et puis, de fil en aiguille, on m'a dit, tiens, ce que tu racontes, c'est intéressant, tu pourrais pas faire une formation d'une journée, puis 2 journées, puis je dis, ok. Puis il y a une autre structure qui m'a contacté à l'occasion de ses 15 ans en Belgique, et je crois qu'il existe en France aussi, c'est Smart. Donc Smart m'a contacté en me disant, tiens, ce que tu fais chez Artist Project, tu veux pas le faire chez nous? Je fais, ben oui, mais je veux pas faire la même chose. Donc j'ai dès le départ aussi essayé de varier ce que je faisais. Les approches de mes formations sont à chaque fois différentes, pour ne pas faire l'autoconcurrence ni entre les différents acteurs. Et c'est vrai que comme au début, je voulais travailler avec les artistes émergents, parce que c'est cela qui me motivait, je suis rentré dans les structures d'accompagnement et de formation. Parce que comme ça, c'était les structures qui me payaient et pas les artistes. Mhm. Si ils n'avaient pas l'argent pour me payer, si je me mettais en tant qu'indépendant, ils ne sauraient jamais me payer. Et donc, je passe par des structures qui commencent à me payer, et du coup, je suis accessible pour plein d'artistes pendant voilà, plusieurs jours, quoi. Et donc ça, c'était hyper intéressant. Et on a commencé à se rendre compte qu'au sein de mes formations venaient des chargés de communication de musées, des chargés de communication d'ASBL, etc. Et donc, du coup, ça s'est agrandi. Et maintenant, j'interviens dans plein de lieux différents, en plein de structures différentes. Mais c'est toujours, en tout cas pour ce qui est des formations du secteur culturel, ça a toujours été sur la demande des gens qui sont venus me trouver en me disant, tiens, ce que tu fais, c'est intéressant, est-ce que tu ne pourrais pas le faire pour nous? Moi, j'ai toujours ouvert les portes dès qu'on me les proposait. Les seules portes que moi j'ai forcées, c'est au niveau des hautes écoles. C'est-à-dire qu'effectivement, à force d'avoir de l'expérience, j'ai toqué aux portes des hautes écoles en leur disant, là, moi, j'aimerais bien former les étudiants aux spécificités de la communication culturelle parce que ça n'existe pas et que moi j'ai envie que des jeunes qui arrivent et qui sont mes futurs collègues, ils soient formés aux spécificités. Je trouverais ça aberrant que ça n'existe pas. Et donc il y a une école qui m'a ouvert ses portes et j'ai commencé à créer un cours, puis deux, puis voilà, je ne sais plus combien de cours j'ai déjà créé sur le sujet. Et donc je continue à donner dans cette école un cours qui est lié à la communication culturelle. Et il y a 3-4 ans, il y a une autre haute école qui lançait un master en management d'événements et qui m'a demandé de créer un cours de recherche et création. Et c'est vrai que ça me permet de développer la créativité. Alors effectivement, je l'ai fait rencontrer aussi des artistes, mais je développe la créativité dans le domaine événementiel. Comme j'avais travaillé dans une agence d'événements, ben voilà, tout se tient Mhm. aussi. Et donc autant, c'est vrai que dans les écoles, c'est moi qui ai poussé un peu la porte parce que j'avais vraiment envie qu'on inscrive au cursus des étudiants en communication une spécificité communication culturelle. Et puis la formation, c'est moi enfin, ça s'est développé avec des gens qui étaient partants pour développer ça au sein de leur structure. Il faut savoir qu'il y en a plein qui m'ont fermé les portes aussi, hein, qui me disaient que c'était inutile et que ça servait à rien. Donc moi je dis c'est pas grave, j'avance avec ceux qui veulent avancer. Mhm. Ouais, enfin, c'est assez. Je pensais pas que ça se faisait dans ce sens-là, de proposer des cours. Je pensais que c'était plus les écoles qui, pour leur programme, venaient chercher, mais je pensais pas que ça pouvait se faire dans l'autre sens. Et c'est intéressant parce que en France, même nous, je crois pas qu'on ait beaucoup de cours. Je suis même pas sûre qu'on ait sur la communication culturelle. Après, ça dépend peut-être des parcours, mais je crois que j'ai jamais vu inscrit Bon, vraiment. s'il y en a qui nous entendent et qui veulent, moi je suis partant à bouger pour venir même une journée, hein. Franchement, je trouve que c'est hyper intéressant qu'on en parle parce que
moi, j'ai déjà eu des étudiants et même des communicateurs qui ont été engagés dans le secteur qui venaient du commercial et du marketing. Et ils ne restaient pas longtemps, ou en tout cas, ils ne comprenaient pas les spécificités du secteur. Et ça matchait pas, quoi. Il y avait des contraintes de vision. Et donc, je pense que c'est important qu'on puisse former aussi ceux qui s'intéressent à ce genre de réflexion, cette démarche-là. Et je sais que ça intéresse. Enfin, j'ai des amis ou des connaissances qui sont souvent en médiation culturelle Ouais. et qui sont très demandeurs de connaissances en communication et en communication digitale plus particulièrement. Et ouais, enfin, ce serait intéressant après. Et j'ai déjà aussi frappé aux portes des écoles supérieures artistiques. Parce qu'effectivement, quand je dénonce en disant c'est un constat, les étudiants ne sont pas formés, il faut absolument que les artistes soient formés dans leurs études, bah, si je le dis, moi j'ai besoin aussi de me sentir droit dans mes bottes et de proposer de le faire. Et donc j'ai contacté l'école supérieure artistique. Et même chose, elle ferme les portes en disant non, c'est pas notre job, nous on est là pour éveiller la créativité et l'artiste qui est en eux. Je dis oui, mais une fois qu'ils sortent des écoles artistiques, la première chose qu'on leur demande, c'est de faire un dossier, c'est de se vendre, de présenter leur projet. Et ça, ils savent. Donc voilà, un jour j'y arriverai. Un jour je pourrai aider les artistes directement. Je trouve ça encore aberrant aujourd'hui de ne pas le considérer de cette manière. Mais voilà, pour avoir discuté avec un directeur de sa première réaction, c'était de dire tu vas formater tes étudiants. Non, faut que tu comprennes ma démarche, c'est pas justement, je vais soutenir les projets, je vais pas les formater. Donc il y a encore ces Ouais, craintes-là. il y a des craintes, il y a des préjugés Ouais. encore autour de ça. Alors, je prends le commentaire de Solveig. Mon compagnon, dans le cadre de son DUT Infocom option métier du livre, ça a l'air super intéressant, et du patrimoine, a des cours spécifiques dédiés à la com culturelle avec des intervenantes essentiellement. Ouais, bah c'est... Ouais. Moi, j'ai fait une licence en médiation culturelle à Paris, et c'est là où j'ai commencé à m'intéresser à la com, et on avait un seul cours là-dessus, et c'était vraiment un cours très vague en fait, très vague. Et j'avais été assez déçue, mais peut-être que ça commence à se roder plus. Je sais pas du tout, hein, ça fait longtemps que j'ai pas fait ce type de formation et j'ai bifurqué en com, mais c'était plus le cas. Mais c'est vrai que aussi, moi j'aborde la communication par la pratique, c'est-à-dire on a tendance à mettre aussi dans des cursus des stratégies de communication, des explications de la communication de manière très théorique. Or, moi, je débarque souvent en prenant la pratique et je fais émerger la théorie à partir de la pratique pour que les gens, justement, n'en aient pas peur et comprennent tous les enjeux théoriques qu'il y a derrière, mais en parlant du concret, en fait. Et donc, à partir du moment où la communication ne devient plus quelque chose d'abstrait, enfin, vraiment de pure théorie, mais soit vraiment dans le concret de leur réalité, alors ça leur parle et ça devient intéressant. Et je pense qu'effectivement, voilà, il y a une démarche à avoir, une autre façon d'approcher la communication qu'en imaginant que c'est des grands termes abstraits, quoi. Moi, quand les étudiants qui ont fait 3 ans, qui me disent OK, on a appris les stratégies, je dis très bien, voilà un projet, construis-moi une stratégie, ils sont pas capables. Je dis mais attendez, vous devez apprendre à appliquer votre théorie. Et c'est ce que j'ai fait à 23 ans quand je suis sorti de mes études et que j'étais directement responsable d'un musée. J'ai mis en pratique mes théories. Et après, quand j'ai été formateur, j'ai fait l'inverse, que j'ai théorisé mes pratiques. Et voilà, j'essaie à chaque fois que les deux se croisent. Je prends l'intervention de Nimo. Souvent dans les régies publicitaires, les commerciaux en charge du portefeuille culture ne sont pas formés sur le sujet. Ouais, je peux comprendre. Ils n'ont pas les mêmes objectifs, je pense. Et ils ont peut-être du mal à comprendre. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses, toi, Jérôme? C'est ça la difficulté, et c'est ça aussi où ça ne matche pas. Quand on veut faire des partenariats, moi, ça ne me dérange pas de faire des partenariats entre un projet culturel et une marque, par exemple, comme vous en avez discuté en passé. Mais il faut trouver les crochets, quoi, les atomes crochus, et voir dans quelle mesure est-ce que on peut se retrouver ou pas. Et donc, il ne faut pas d'office opposer les deux. Mais effectivement, si on ne comprend pas, ben, il n'y a pas communication. C'est simple, hein. La communication, c'est aussi se comprendre. Et on se comprend parce qu'on partage les mêmes références, les mêmes. Ouais. C'est dommage, mais il faudrait les former aussi. Et après, à ce stade, la communication est déjà réalisée et
commerciaux ne vendent que le canal de diffusion. Régipub, oui, normalement, ils vendent que les... Ouais, les annonceurs. Et oui, ils vendent que les... Le problème, c'est que, les canaux. le canal de diffusion peut inspirer une campagne de communication. On oublie ça souvent. C'est-à-dire que là, ils sont dans leur démarche d'annonceur où, ben voilà, je te vends des plages horaires ou des espaces publicitaires, des panneaux, des choses comme ça, alors qu'on peut imaginer une campagne en fonction de les choisir en fonction de ça. Donc, dissocier les deux, c'est difficile. Moi, c'est comme, il y a quelques années, j'avais été à une conférence sur la communication artistique. Sur scène, il n'y avait que des attachés de presse. Parce qu'il y a des années, la seule manière pour un musée, pour un lieu culturel, pour un artiste de se faire un peu connaître et d'avoir un peu de visibilité, c'était de passer par la presse. C'était le seul canal qui était accessible. Parce qu'on n'a pas, et toujours pas aujourd'hui, les moyens de payer toutes des campagnes d'affichage publicitaire ou à la télévision, sinon par partenariat média. Mm-hmm. Et c'est vrai que dans la salle, il y avait des gens que je connaissais qui me retournaient vers moi en disant m'intervenir. Je fais non, c'est une vision. Moi, je vais aller discuter avec eux après, mais je ne vais pas intervenir dans la conférence. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, la presse, c'est un chouette moyen d'être visible et il faut la considérer dans son plan de com, mais ce n'est pas le seul. On peut maîtriser sa communication avec ces outils qu'on crée soi-même. Ça coûte plus cher de créer des outils papier. Les sites et les réseaux sociaux sont accessibles. Et donc, il faut pouvoir gérer toutes ces outils de communication et pas se limiter uniquement à la presse. Et ça, parfois, voilà, il y a des façons de faire. Et se dire, régie publicitaire, moi, je vous vends juste le canal, ben non. C'est nier le côté 360 et transmédia qu'on peut avoir aujourd'hui dans la communication. Ouais. Ouais, et puis il y a un enjeu de ciblage aussi. En fonction de l'établissement, de ce projet qu'on veut mettre en avant aussi. La presse, la publicité, c'est pas vraiment toujours les meilleurs moyens. Ça dépend aussi de... Ouais, ça dépend si c'est un gros établissement, un petit établissement. Donc, Le ciblage revient aussi souvent quand je discute, notamment avec, par exemple, un directeur d'un centre culturel, parce qu'il me dit, moi j'ai des publics. Tu me demandes de cibler un public dans la société, et moi j'en ai des. C'est vrai. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir faire plusieurs campagnes, mais pour être efficace, pour pouvoir bien adresser ton message, tu vas devoir dire, ben, là, pendant X temps, je vais essayer de m'adresser à ce public cible-là en particulier. Et ça a parfois du mal dans les projets qui sont pluridisciplinaires ou avec plusieurs publics différents. C'est plus complexe pour eux de cibler, justement. Ouais, on est d'accord avec Cyril Leclerc. Le choix des supports est fonction des publics que l'on touche, que l'on veut toucher, et des objectifs que l'on a aussi. Donc ouais, on est d'accord. Oui, mais voilà, ça se comprend comme un tout. En fait. Et voilà, moi, c'est ce que je disais tout à l'heure. J'espère que le confinement a pu montrer ça, c'est que la communication, elle est un tout et elle participe au projet dans son ensemble. Du coup, moi, je voulais poser des questions un peu plus précises et avoir ton avis sur certains points, enfin des questions que je me pose, au vu de ton parcours et de ton envie aussi de transmettre à travers tes cours ou autres. Je voulais savoir si pour toi, la communication culturelle a une particularité spécifique, est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique dans ce type de communication, ou est-ce qu'au final, c'est un peu comme tout type de communication avec n'importe quelle entreprise, c'est juste une question d'adaptation ou... Je sais pas si je suis claire. Non, si. Donc, pour moi, la communication, effectivement, c'est un phénomène humain, donc c'est assez large. Il y a des similitudes avec tout type d'entreprise. Maintenant, quand on travaille dans le secteur culturel et artistique, il y a des spécificités. Déjà, ne fût-ce que pour l'intention, pour le sujet. On ne parle pas d'une dentifrice ou d'une machine à laver, ou on est sur un projet culturel qui est une valeur, qui a certains messages à faire passer. Et déjà, rien que ça, on l'a vu aujourd'hui quand on dit que la culture est essentielle, ça fait aux valeurs de la culture parce que c'est déjà dur à définir quelle est la valeur d'une œuvre ou quelle est la valeur d'une expo qu'on va aller voir et comment convaincre quelqu'un de se déplacer ou de payer pour un concert ou de voilà. Donc, il y a déjà une intention et un sujet de communication qui est totalement différent. Un dentifrice, on sait à quoi ça sert. Une machine à laver aussi. Et on peut voir combien ça coûte et c'est un bien matériel qu'on gagne.
le secteur culturel artistique, c'est surtout une expérience ou une valeur ajoutée, mais pour soi. Donc, c'est déjà difficile au niveau de l'intention et du sujet qui change. Il y a aussi tout le côté sensible. Pour moi, la communication culturelle, elle doit transmettre des émotions parce que l'artiste transmet des émotions. Et en formation, j'ai déjà eu des artistes qui ont pleuré devant moi quand ils devaient pitcher leur projet. Parce que j'avais été gratté là où ça faisait mal, mais en même temps où c'était vrai. Et c'est à partir du moment où c'est vrai que c'est hyper intéressant, en fait. Pas de pleurer les gens, mais de les faire s'exprimer véritablement et ils se sentent bien en mots avec eux-mêmes. Donc il y a déjà le sujet, l'intention du projet. Ensuite, quand je parle de marketing culturel, pour moi, il y a deux différences entre le marketing culturel et le marketing commercial. Dans le marketing traditionnel, on va commencer à faire des études de marché. Et on va analyser, on va sortir un produit qui correspond à des analyses qu'on a faites pour se donner toutes les chances qu'il retrouve déjà son public. Dans notre secteur, on imagine un projet, et puis après, on va aller voir qui ça peut intéresser. Et donc, l'offre est vraiment la demande. C'est-à-dire qu'on va d'abord, on va essayer de chercher. Et ça veut dire aussi que systématiquement, pour chaque nouveau projet, on doit recommencer le travail de reconquérir du public. La deuxième chose, c'est que l'offre s'arrête avant la demande. Quand j'ai un produit qui plaît au public, il sera toujours disponible dans le supermarché. Quand on fait une expo ou un concert, le lendemain, il est plus là. Même s'il y a encore des gens qui veulent voir le chanteur sur scène, ben non, il est parti ailleurs. Donc, l'offre s'arrête avant la demande. Et c'est vraiment ce qui fait que ça peut être fatigant de travailler dans le secteur parce qu'on doit sans cesse reconquérir le public, mais qui pour moi est vraiment source de créativité parce qu'on doit effectivement à chaque fois construire quelque chose. Avec la compagnie de cirque, je crois que j'ai mis une tournée, donc c'est 3-4 ans, pour fidéliser un public. Aujourd'hui, j'ai un public qui est fidèle, malgré le fait qu'on tourne partout dans l'Europe. Et voilà, donc c'est toutes ces astuces-là. Quand je fais aussi des formations, ce que j'aime, c'est pointer du doigt les freins, vraiment les obstacles. Et se dire, la communication, elle doit répondre à vos freins et vos obstacles. C'est là où on va trouver les bons outils et les bons moyens. Donc, il y a vraiment des spécificités. Et voilà, après, les gens accrochent ou n'accrochent pas dans ce métier parce que c'est fatigant. Il faut le savoir. On a fait une expo, elle est finie, rebelote, on recommence, quoi. C'est parti. Il n'y a pas de je peux me reposer sur mes lauriers et rester avec ce projet-là, quoi. Ok. Et du coup, je tire un peu les ficelles. Et du coup, pour toi, marketing et culture, c'est pas incompatible, c'est juste différent. Alors, on m'a déjà demandé de trouver un autre nom, j'ai pas encore trouvé. Parce qu'effectivement, c'est une spécificité. Mais ça soulève aussi une discussion que j'ai déjà eue avec certaines personnes qui ont fait des études de marketing et qui disent que la communication, pour eux, c'est un outil de marketing. Et moi, je dis, non, pour moi, le marketing, ce sont des outils qu'on utilise en communication. Ce qu'il y a avant, le débat, pour moi, on peut communiquer sans faire du marketing. Mais par contre, ce que nous apprend le marketing, ça nous apprend à cibler, ça nous apprend à bien organiser. On peut être créatif même en étant organisé. Et donc tout ça, on peut anticiper, on peut préparer, voir un peu quelle est la date la meilleure pour sortir l'annonce d'une œuvre ou d'un projet, parce que c'est stratégique, etc. Donc il y a toutes ces techniques-là qu'on peut mettre en place qui vont aider le porteur de projet à mieux s'organiser et à se sentir plus à l'aise dans sa communication. Donc ils ne sont pas opposés, mais pour moi, il faut bien que ça soit au service du projet et que ça soit à l'inverse. Il ne faut pas formater le projet ou l'œuvre en fonction de tiens, on a fait une étude de marché, il y a des gens qui aiment bien qu'une œuvre soit bleue, on va faire toutes des œuvres bleues, quoi. Ça ne m'intéresse pas. Ouais, le côté marketing plus projet, on va dire, marketing hyper englobant, c'est peut-être pas intéressant pour la culture, parce que le but, c'est pas de créer un produit, un service qui plaît à tout le monde suite à une étude de marché. Enfin, c'est pas la logique de la culture, mais après, une réflexion personnelle, mais je pense qu'on va être d'accord, c'est que le marketing, c'est une logique, c'est une méthodologie qui peut s'appliquer à la communication. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois et que je l'utilise. C'est l'idée de s'inspirer de ce qui se fait un peu partout. On vit dans la société, il y a des choses qui se font en pub, dans d'autres domaines. S'inspirer, mais on peut pas coller parce que ça marcherait pas. L'adapter aux spécificités. Mais je trouve ça très créatif quand on s'inspire d'autres choses et qu'on l'adapte chez nous, justement. C'est ça l'intérêt. Et effectivement,
avoir ces techniques quand on ciblait le public, oui, mais c'est s'intéresser au public. Moi, ce que je fais beaucoup, c'est aussi s'adapter à notre secteur. Dans mes bouquins, c'est ce qu'on dit souvent, c'est que tu parles avec des mots qui sont sur le elevator pitch. Il y avait des artistes qui étaient présents. Et ils n'ont rien compris au discours de la personne parce qu'il était dans le domaine B2B, entreprise, etc. Je leur ai expliqué la même chose de manière plus, on va dire, associative et culturelle. Ils ont tout de suite capté, ils ont trouvé ça génial. Donc voilà, il y a une façon aussi d'amener toutes ces théories, toutes ces stratégies avec les spécificités du secteur et de trouver les bons mots. Et donc, oui, cibler le public, c'est bien, mais en fait, c'est s'intéresser au public pour voir comment est-ce que le projet peut rencontrer le public. Et je pense que c'est ça. Et alors, j'avais vu passer une question là, de Cyril qui disait qu'est-ce que je réponds quand on parle de grand public D'office, je rigole, d'abord. C'est très vague. Et effectivement, on essaye de cibler, de dire, mais non, attention, grand public, oui, mais quoi? Est-ce que c'est, par exemple, parler aux Français, parler aux Parisiens, parler à toute la francophonie internationale? Même la francophonie internationale, c'est déjà un ciblage, quoi. Et donc, le grand public, c'est très large. Après, on peut avoir un discours ouvert et accessible à tous, mais donc, du coup, on est dans cette dimension-là. Mais de toute façon, on communique dans une culture, dans une société. Les conseils que je donne, moi, aujourd'hui, quand on est en francophonie, quand j'ai été donner mes formations en Italie, ça ne fonctionnait pas. Parce que, par exemple, à Florence, c'est une ville-musée, donc on ne peut pas afficher sur les murs. Donc, toutes les campagnes où on dit « OK, on va faire des affiches pour parler d'un événement », on doit les oublier. Donc, même là, quand eux disent « on va parler au tout public, au grand public à Florence », c'est déjà une autre vision du grand public que ce que nous, on a en France ou en Belgique. Donc effectivement, cette notion, elle est intéressante dans le côté accessible à tous et ouvert à tous, mais elle n'est pas stratégique dans la démarche. Mais du coup, moi, je me demande comment on cible alors. Je sais pas, je pense un musée, par exemple, qui sort une exposition sur une thématique. Ouais. Du coup, comment on va cibler? On va aller par rapport aux thématiques de l'exposition? Parce qu'on voit, c'est difficile de se positionner sur un âge, sur une catégorie socio-professionnelle, enfin sur des terminologies comme ça, en fait. Non, parce que là, on peut partir là-dessus, mais ça, c'est ce qu'on appelle la catégorie Nielsen qui se faisait avec les annonceurs, etc. Aujourd'hui, on développe beaucoup plus de segmentation aussi au niveau des comportements, au niveau des centres d'intérêt, pas uniquement au niveau sociodémographique. Donc déjà, il faut ouvrir un peu ce genre de ciblage. Et pour moi, admettons, un musée qui lance une nouvelle exposition thématique, comment est-ce qu'on cible? Déjà, quel est l'enjeu du musée? Il aimerait bien quoi? Être plus intégré dans sa région, sur son territoire. Il aimerait bien faire venir plus de touristes internationaux. C'est quoi l'objectif du musée? Donc on va essayer de voir au niveau de l'objectif du musée. Ensuite, l'expo. Quelle est la thématique de l'expo? Ah, elle parle de tel ou tel sujet. On va essayer de voir c'est là où je dis qu'on part du projet. On va essayer de voir dans les thématiques et dans les éléments qui composent la thématique de l'expo des pistes d'accroche en disant, mais tiens, elle parle, je sais pas moi, des voitures au cinéma. Ok, on a un public potentiel qui est amateur des voitures, on a un public potentiel qui est amateur du cinéma. Et donc on peut voir lequel est le plus intéressant de cibler. Et comment est-ce qu'on va accrocher le public, par quelle communication on va prendre. Est-ce qu'on va plutôt parler du cinéma et de la voiture dedans, ou plutôt de la voiture avec le cinéma? Donc on va voir un peu l'accroche. Et donc c'est ça, c'est décortiquer le projet et de voir quelles sont les accroches possibles en fonction de l'enjeu du public. Parce que la difficulté qu'on a aussi chargé de communication d'un musée, c'est qu'on doit à la fois s'occuper de la communication de l'expo, mais on doit aussi s'occuper de la communication du musée. Et autant l'expo, c'est un projet en tant que tel sur lequel on va communiquer, mais l'expo doit aussi servir de contenu à la communication du musée. Et donc se servir des deux aussi, parce que tout ce qu'on va communiquer renforce l'identité, le fonctionnement général du musée. Ouais. Comprendre les ambitions aussi et ce qu'ils cherchent en fait à faire. Oui, si on commence à communiquer en disant super expo, etc., mais en fait l'objectif c'est de toucher les touristes et tout est en français, si vous touchez des touristes étrangers, mettre tout en français, ça ne marchera pas. Et c'est parfois des petits détails comme ça qu'on arrive à cibler quand on vient en consultance externe et dire mais là il y a un paradoxe, vous êtes en train de dire vous voulez absolument toucher les touristes, étrangers, internationaux et tout ça, mais toute votre com est en français. On n'y avait pas pensé. Mais oui. Moi j'ai eu à l'inverse une artiste japonaise qui était venue en formation chez moi et
elle avait un site, elle avait plein d'outils, c'était super chouette. Elle dit oui, voilà, je me suis installée à Bruxelles depuis quelques années, j'ai envie de me faire connaître. Je sais très bien, tu as des super outils, sauf qu'ils sont tous en japonais. Donc moi, je pouvais circuler sur son site parce que l'ergonomie est la même, mais je comprenais rien à ce qu'elle racontait. Et elle s'en était pas rendu compte parce qu'elle était dedans, quoi. Et donc parfois, c'est ça, c'est essayer de voir aussi que chaque expo, chaque projet est porteur aussi du positionnement du musée. Et de voir comment est-ce qu'on peut communiquer et quelle est l'accroche. Et peut-être qu'une expo va nous permettre de toucher les touristes internationaux, et puis l'expo suivante va nous permettre de toucher plutôt les habitants d'un territoire. Et au final, sur un an, on aura touché à peu près tout le monde et on aura pu bien positionner le musée à travers ces différentes casquettes, ou ces différents objectifs, etc. Mais c'est peut-être ça la difficulté du coup du métier de communicant dans la culture, c'est que les expositions, les événements, ils sont pas pensés par rapport à une cible comme un produit classique, on va dire, comme un produit un dentifrice qu'on prenait tout à l'heure. Et du coup, il y a une réflexion à avoir, soit au cours du projet ou en fin de parcours, qui doit émerger différemment en fait. C'est une façon de travailler, pas inverse, mais différente, je trouve. Oui, et après, si un musée ou un porteur de projet propose quelque chose, c'est qu'il a envie que le public rencontre ce projet-là. Que ce soit son public d'habitués, d'abonnés, une salle de concert qui programme différents concerts, il a envie que son public rencontre ces différents concerts. Un musée, une expo, c'est pour lui, ça lui parle. Et donc l'objectif de la communication après, c'est de faire le lien entre cette intention culturelle et le public et lui expliquer pourquoi c'est intéressant pour ce public-là. Pourquoi est-ce que moi, en tant que musée, je te propose d'aller voir ça? Et c'est là où la communication doit être pédagogique, explicative. Elle doit permettre aussi d'aider les gens à avoir ces informations-là, leur donner ces clés de lecture qui leur donnent envie de venir. Parce qu'effectivement, si après le public ne comprend pas l'intérêt de tel ou tel projet, voilà, il va pas venir, c'est logique. Mais je pars du principe que si un musée ou un artiste propose quelque chose, c'est qu'il a envie que le public se rencontre, et donc il y a une intention derrière. Et à voir si ça rencontre après l'engouement ou pas, ça c'est autre chose. Je prends la question de Clara qui vient de popper. Petite question, vous en pensez quoi de l'utilisation des nouveaux médiums, supports, de l'appel à la stratégie d'influence, influenceurs, personnalités, etc., de la part des institutions et professionnels culturels? Bonne idée ou ça dénature la culture? Alors, ça ne dénature pas la culture à partir du moment où ça correspond au projet et à l'objectif culturel. J'explique. Ça sert à rien d'être sur TikTok pour être sur TikTok. Par contre, si on a quelque chose à dire et que le meilleur moyen de le faire, c'est TikTok, alors on utilise TikTok. Moi, quand on fait une stratégie, on va d'abord se poser toutes les bonnes questions avant de choisir les outils. Et c'est un peu l'erreur qu'on fait parfois, c'est vite il me faut un site, vite il me faut je me mets sur Instagram, sur Facebook. Il y a plein de gens qui me disent voilà, j'ai une page Facebook. Oui, mais à quoi? Qu'est-ce que tu en fais? C'est la même chose pour les nouveaux réseaux. Donc tout ce qui est TikTok et autres, c'est très chouette, mais avoir un compte sur un réseau social et ne pas l'alimenter ou ne pas être cohérent avec son projet, ça déforce plus que ça renforce. Après, au niveau des influenceurs, c'est la même chose. En quoi est-ce que cet influenceur va permettre la rencontre entre le projet et le public? Il faut qu'il y ait du sens entre les deux. Si c'est purement, on va dire, marketing commercial avec je te paye pour que tu parles à tes followers et que tu cites ma marque dans ta vidéo, ça apporte quoi? Par contre, si l'influenceur lui-même euh, parle d'une expo ou parle d'un projet, mais à sa manière, hein, du coup, il faut pouvoir être détaché là-dessus, et ça permet d'ouvrir et de faire connaître le projet à de nouveaux publics, oui, si c'est amené, enfin, c'est nouveau une côté d'être sincère, honnête et transparent, quoi. C'est une côté, si l'influenceur apporte quelque chose. Si c'est juste payé pour être visible, mais ça n'aura aucune visibilité. Ce sera juste un coup médiatique, mais ça ne sera pas durable. Et c'est là où j'avais une réflexion aussi en me disant, mais pour moi, c'est les musées qui doivent être leurs propres influenceurs aussi. C'est là où il faut qu'il y ait un chargé de com qui puisse faire ce taf sur les réseaux sociaux aussi. Donc voilà, il y a les deux. Mais le terme d'influenceur, il existait déjà dans les stratégies de communication bien avant.
Les journalistes étaient des influenceurs, les hommes politiques, les personnalités publiques et tout. Ça a toujours existé. Et c'est toujours une question de sens et de lien entre le partenariat qu'on construit entre les deux. Moi, je suis pas contre, ça ouvre, c'est un autre point de vue. Moi, j'aime bien, c'est créatif d'avoir des autres points de vue. Moi, j'ai déjà vu plein de choses sur TikTok très chouettes. Instagram, ça se développe pas mal aussi au niveau culturel. Mais c'est vrai que je crois que ça en discutait avec Clara la fois passée sur le fait de tous les gens qui se lancent maintenant sur Instagram en faisant de la médiation culturelle, en expliquant des œuvres, à un moment donné, il faudrait qu'ils apprennent à se démarquer et trouver leur propre Mm. axe, leur propre manière de communiquer ou de faire du contenu original. Parce que faire la même chose que d'autres, à un moment donné, ça va saturer, quoi. Mm. Donc voilà, moi, je trouve de nouveau, c'est la même chose. C'est comme, est-ce que c'est mettre, je sais pas moi, des produits dérivés de ton œuvre sur une bouteille de lait, est-ce que c'est intéressant? Bah, si en même temps c'est rigolo et que ça a du sens, pourquoi pas? Mais voilà, c'est une question de sens, quoi. Bien plus que pour moi qu'une question de budget. Franchement, on peut faire l'exercice en termes de visibilité, c'est la même chose avant avec des banderoles. Tu mets une grande banderole dans la rue qui parle de ton événement, tu as payé très cher pour être là. Mais les gens, ils vont la voir une fois. Je suis sûr que 100 mètres, 200 mètres plus loin, tu leur demandes le nom de l'expo qu'il y a, ils ont peut-être oublié. Tu as été visible pendant un certain temps, mais ça n'a pas été durable. Et je pense que c'est peut-être le risque de faire à chaque fois appel à des influenceurs différents, c'est que tu ouvres à des nouveaux publics, mais après tu dois pouvoir les garder, et donc tu dois pouvoir être toi-même influenceur pour être durable. Ah, moi, Mais c'est des questions qui me passionnent, moi, donc j'en ai fait mon mémoire, donc moi, je ouais, trouve ça hyper intéressant. Je trouve que le fait de faire appel à des influenceurs, ça permet d'entrer dans d'autres communautés, de toucher d'autres publics que le musée, ou enfin moi c'était le cas des musées, mais que le lieu culturel ne touche pas naturellement. Et que ce soit au niveau de la médiation ou d'aller chercher des publics très ciblés, bah, je trouve ça super intéressant. Ou pour renouveler son contenu aussi. Faire appel à des c'est influenceurs qui ont créé du contenu aussi différent pour nous. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire. ce qu'on demande souvent à des stagiaires aussi en communication, c'est vas-y, trouve-nous des nouveaux publics. Mais c'est très bien, mais à un moment donné, il faut pouvoir aussi les garder, et donc aller chercher des nouveaux publics, et puis après ne plus jamais communiquer en lien avec ces publics-là, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'on va juste gonfler les chiffres sur ces réseaux sociaux, on va avoir des followers en plus, mais est-ce que c'est pour ça qu'ils vont vraiment intégrer le projet culturel? Ça, c'est autre chose. Donc voilà, moi j'aime bien les influenceurs, je trouve qu'effectivement, comme tu dis, bah, d'avoir des nouveaux contenus, d'avoir des points de vue différents, c'est très difficile, hein. Je me souviens d'une asso qui avait eu l'occasion de faire appel à un influenceur pour parler de son association, de sa cause, et qui m'avait envoyé la vidéo en disant: «T'as vu comment il parle de nous?» Elle avait été un peu choquée, mais je dis: «Oui, mais c'est à sa manière et il est juste dans ce qu'il dit. Il dit pas peut-être, enfin, il n'utilise pas les mêmes mots que vous avez l'habitude d'utiliser. Mm. Et donc, effectivement, ça perturbe un peu parce que ça casse les jargons habituels. Mais il était juste, et donc voilà, faut accepter aussi de laisser son image portée par d'autres. Et parfois, c'est difficile. Ou alors, du coup, on trouve un chouette influenceur qui porte bien le projet. Mais moi, j'ai vu pas mal même sur YouTube, pas mal de partenariats comme ça que je trouve qui étaient très intéressants, mais qui ont été que des one-shots. Et je trouve ça dommage que ça n'a pas été Mm. plus. Enfin, que on n'ait pas profité après, du coup, de ce regain d'intérêt ou de cette ouverture de public pour enrichir ça. Oui, et puis les one-shots, c'est dommage pour les deux parties. En plus, c'est dommage pour l'influenceur qui. Enfin, les influenceurs cherchent de plus en plus à se professionnaliser et essayer de gagner un peu leur vie avec ça aussi. Donc c'est bien de leur proposer des choses sur le long terme et c'est bien aussi pour l'établissement, pour son image, pour la continuité aussi de. Un peu comme Et un ça, ambassadeur en fait. ça Donc, doit être aussi en interne. C'est là où la communication doit être aussi impliquée avec tout le monde. Parce que si on fait des coups marketing avec des influenceurs, mais que le reste du musée n'est pas au courant, n'est pas intégré à la réflexion et ne comprend pas pourquoi on va mm. parler du musée de cette manière, ça risque de perturber. Et ça va perturber aussi les habitués. Donc il y a vraiment une démarche éducative pour que on comprenne l'évolution parfois qu'on peut prendre dans la communication. Ouais, intéressant. Je pense que ça va pas mal bouger et ouais, à suivre. Oui, oui, mais c'est là où je dis que la communication pour moi est une matière vivante, quoi. Ouais. Mais je suis le premier à dire qu'il ne faut pas d'office être présent sur tous les réseaux sociaux, il ne faut pas d'office
prendre en main tous les réseaux qui existent. Il faut d'abord réfléchir à ce qu'on a envie de faire, quel est le message qu'on veut porter, vers quel public, et du coup de trouver le canal qui correspond à notre public, comme on disait tout à l'heure, et d'utiliser ce canal de cette manière-là. Moi, j'ai déjà recommandé il y a un festival qui me disait oui, mais nous, le festival, c'est les festivaliers qui le font, c'est le public. En fait, notre festival, l'identité de notre festival, c'est le public. Et moi, j'ai poussé leur réflexion au bout en disant alors c'est simple, vos réseaux sociaux, c'est le public aussi. Donc, tu fournis les accès à ton réseau social à 2-3 festivaliers et c'est eux qui alimentent Mm. les comptes Instagram pendant tout le festival et c'est pas toi. Parce que si tu as une confiance comme ça par rapport à tes festivaliers et que c'est eux qui portent, alors tu dois avoir confiance en ce qu'ils vont mettre, même si ça va pas être exactement ce que toi tu avais envie ou ce que toi tu aurais mis parce que ça aurait été plus léché, mais ça aurait été vrai par les festivaliers. Et ouais, il faut oser des trucs comme ça. Ça a du sens. Et en fait, au-delà du sens, ça communique aussi. Parce que si un festival fait ça, les festivaliers communiquent, donc ils montrent un autre point de vue sur le festival, se rend compte aussi que, ah mais oui, donc le festival, il fait confiance à son public, et c'est le public qui communique, et donc tout ça se participe à l'image et au positionnement du projet. Donc vraiment, il y a cet enjeu-là de complémentarité aussi des démarches, des actions. Cyril Leclerc le dit très bien, transposer le projet culturel en ligne en fait. Parce que c'est la même Oui, c'est ça. identité en fait. Quand moi je parle de prolonger, c'est ça, c'est-à-dire faire prendre conscience que quand on communique, c'est pas juste dire voilà, venez voir l'expo, voilà, achetez vos places. Enfin, ce que je vois hyper souvent sur les comptes de tous les musées et tous les opérateurs culturels. Mais c'est, ben voilà, on fait un stage sur, je sais pas moi, le conte, et on va vous partager le texte du conte et amusez-vous à le réciter, envoyez-nous les vidéos. Enfin voilà, on prolonge le projet. Et c'est pas juste la retape, quoi. Ça, c'était l'ancienne pratique du print où on faisait un petit encart qu'on mettait dans les journaux et on disait aux gens venez. Mais maintenant, on dit participez, faites avec nous. Voilà, il y a vraiment cette démarche-là. Et c'est beaucoup plus vrai. Et ça fonctionne mieux. Moi, les dossiers, par exemple, que je fais pour la compagnie de cirque, ils sont toujours imprégnés de la thématique et de l'émotion du projet. Et Mm. voilà, c'est pas pour rien que ça fonctionne, c'est qu'il y a cette identité-là qui est partagée, quoi. Mais je ne ferai pas la même chose avec une autre compagnie. Mm. Bah oui. Il faut être clair dans le fait que c'est une compagnie qui, à la fin du spectacle, fait venir les gens et a une très proche relation avec le public. Mais sur les réseaux sociaux, on est proche du public aussi. On ne pourrait pas être contraire, quoi. Mm, mm. Mais Voilà, ça reste. c'est de la traduction en fait, c'est de la sincérité aussi. Mhm. Ouais. Euh, ah, pourquoi la télévision est un média boudé par la culture? Alors, est-ce que c'est la télé qui boude la culture ou est-ce que c'est la culture qui boude la télé? Ah, parce que au niveau de la télévision, donc moi j'avais participé à une conférence où on avait réuni toute la ligne de communication et de diffusion. C'est-à-dire qu'il y avait artistes, chargés de diffusion, chargés de communication, il y avait un programmateur, il y avait un journaliste culturel, on avait vraiment rassemblé tout le monde parce que moi je connais tous ces gens séparément, mais ils ne se parlent pas entre eux. Donc quand on avait réuni cette conférence, il y avait la réflexion aussi de dire, ben oui, depuis quelques années, le pourcentage d'informations culturelles à la télévision diminue dans le JT, dans le journal télévisé. On a de moins en moins de place pour l'information culturelle et c'est la même chose pour la presse écrite. Maintenant, à cette réponse-là, je sais que chez nous, la télévision nationale avait publié un guide pour montrer toutes les émissions culturelles qu'ils font, pour montrer qu'ils soutiennent la culture et tout ça. Donc, ça reste intéressant de passer à la télévision parce que c'est un vrai coup de pouce au niveau de la visibilité pour le public, mais il y a très peu de place. Les journalistes culturels sont de plus en plus rares aussi, et donc il y a peu de place pour la culture dans les médias. Et pour connaître énormément de projets artistiques et voir plein d'expos, etc., en fait, la vie culturelle, elle est beaucoup plus riche que ce qu'on en voit dans les médias. Il y a plein d'expos, plein de concerts, plein de projets de festivals dont on ne voit jamais parler, on n'entend jamais parler d'un média qui ne passe pas, les télévisions qui ne passent pas, mais qui existent et qui vivent de leur art. Donc ça, c'est une réalité aussi. Il faut avoir conscience de ça. Que cette vie culturelle, elle est beaucoup plus riche que les médias. Alors, on a un petit problème. Vous nous entendez ou pas?
Désolée de couper comme ça, mais j'ai plus de batterie dans mes écouteurs. Est-ce que moi vous m'entendez et est-ce que vous entendez Jérôme ou pas? Je ne crois pas qu'il t'entende. Alors attends. Désolée. Je change juste du coup. Bon, le son va être moins bon, mais je pense que là ils nous entendent. On entend bien, le problème c'est le son de Jérôme. Ah. Sinon je vais chercher. Un bel écho. Attends, je cherche le casque. Je change de matériel, j'en ai pour quelques secondes. Ça fait une petite pause comme ça, on va dire c'est la récréation. Alors, ouais, j'ai eu un problème avec mes écouteurs. Ils ont plus de batterie, mais je suis en train de tout remodifier. C'est quel casque ça? Vous allez vous prendre un petit thé, un petit goûter. On revient dans quelques secondes. Il n'y est pas. Hein? Celui-là? C'est le casque. Non, mais là j'ai mis mon casque. Ah. Ouais, c'est normal. Attends. C'est normal que tu m'entendes plus. Alors, je vais juste changer de casque, mais oui, mais c'est pas ça que je veux faire, parce que là, il y a de l'écho. Je veux en fait le mettre sur mon casque, comme je l'avais mis sur mes écouteurs. Ah, c'est là que je change. Je suis désolée. De toute façon, il m'arrive pas un live où il n'y a pas un truc. C'est les joies du direct. Alors, c'est où là? Tu vas sur la gauche. Non, c'est où? Attends, là. 2 secondes. C'est où? Haut-parleur, c'est là? Ouais. C'est quoi? Speakers. Enfin, ouais, ils sont haut-parleur. Je sais pas ce que tu me fais faire, Yoann. Donc, bon, apparemment, c'est bon. Est-ce que vous nous entendez? C'est bon pour moi, oui. Je crois que c'est bon. Non, c'est plus bon. Là, en fait, c'est ici dans le casque que je vais le mettre. Pourquoi il ne reconnaît pas ton casque? Ça s'appelle comment ton casque là? Il a pas de nom. Sinon, je fais comme la dernière fois. C'est ça? Enregistrer. Là, je pense que c'est bon. C'est parce que je parle pas, Cyril. Je veux bien parler. Là, je pense que c'est bon, non? Là, on peut essayer. Moi, je parle. Yes, c'est bon. Ah là 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 là. Désolée, j'avais plus de batterie dans mes petits écouteurs. Je pensais qu'ils allaient tenir. Du coup, le temps que je remette mon casque et que je le reconnecte à la fois à Skype et au live, ça m'a pris un petit peu de temps, mais c'est pas grave. Du coup, on en était où? J'ai perdu le fil. Peut-être que le chat se souvient. Les prolongations, le média, la télé, etc. Oui, on était sur la télévision. Qui boot qui? Qui, effectivement, donc je ne sais pas ce qu'on avait entendu, je vais juste résumer, c'est que, en gros, la phrase, c'est qu'il y a beaucoup plus, la culture est beaucoup plus riche en vrai que dans les médias. Donc il y a plein de projets culturels qui existent et qu'on ne voit pas dans les médias parce que la place est réduite. Maintenant, ça reste
une plus-value effectivement de passer à la télé. On est toujours content qu'on ait un article dans la presse écrite, mais c'est de plus en plus rare parce que la place est de plus en plus limitée. Donc je pense qu'il y a moyen de vivre de son art et de son projet en dehors de la télévision, ou en tout cas en parallèle. Après, c'est assez cher aussi les spots télé. Ah, mais on paye pas. Dans la culture, on fait des partenariats. Ok. On met des logos sur des affiches, on fait croire que ça coûte très très cher alors que ça ne coûte rien de mettre un logo sur une affiche. Et du coup, on passe à la télé gratos. Ok, d'accord. Il y a toujours comme ça des affiches où je me souviens où on devait mettre des logos et on les a même intégrés dans le dessin de l'affiche. Et on les a fait payer, mais voilà, avoir une grande visibilité médiatique. Et moi, je disais à chaque fois, mais ok, je veux bien mettre des logos. Juste que ça, parfois, il y a des moches. Franchement, tu dis, ça va gâcher mon affiche. Mais voilà, c'est le jeu de la visibilité, de l'échange partenariat média. Où, voilà, en échange d'une visibilité sur mes outils de communication, tu me cèdes un espace publicitaire pour passer à la télé. Et certains médias ont même l'obligation de soutien des projets culturels et associatifs. Donc voilà, ça peut fonctionner. Mais c'est la différence entre effectivement les partenariats médias où tu as un échange budgétaire et alors les rédactions où là, ben, effectivement, dans une émission, dans un journal télévisé ou dans un journal, il y a une équipe de journalistes qui fait du rédactionnel. C'est vraiment une différence entre les deux. Et malheureusement, parfois, il y a certains journaux qui associent les deux et qui disent mais on ne fait pas un rédactionnel si tu ne payes pas une page de pub. Quoi. Ok. Et, souvent, c'est l'échange de biens. C'est assez rare. En Belgique, le secteur socioculturel, on peut vraiment les budgets pour payer. Ah, ça coupe. Je sais pas si on t'a bien entendu. Je sais pas, ouais. L'ego des médias qui veulent leur logo trop possible. Ouais. Et alors le pire en événementiel, ce sont les partenaires de l'entreprise qui veulent que leur nom soit associé au nom de l'événement. Ça, c'est aussi une tendance il y a quelques années. Ok. J'ai pas du tout connaissance de tout ça, moi, en tout cas. Tout ce qui est partenariat, je ne connais pas bien, du coup, j'écoute et j'apprends. Ouais, mais il faut bien se rendre compte avec les journalistes, avec les journaux et les médias, les télés, les radios, on fait actualité ensemble. Ils ont besoin de nous, on a besoin d'eux. Après, il faut trouver le bon partenariat qui fait sens, mais eux, ils ont autant besoin qu'on leur annonce des actualités pour nourrir leur info, et nous, on a besoin d'eux aussi pour les partenariats. Mais le média, pour moi, c'est un moyen parmi les autres qu'on a quand on porte un projet culturel pour communiquer dessus. C'est plus l'ultime, avant il n'y avait que ça. Pareil pour les noms dans les stades de football. À Bilbao, il y a un festival Enken, par exemple. Ouais. On ferait une bière gratuite alors, hein, parce que à ce prix-là. Clara, je dois vous laisser. Bonne fin de live et merci pour cette interview, c'était intéressant. Bah, merci à toi et à tes questions. C'est intéressant aussi d'échanger sur le sujet que tu as proposé et à bientôt. Mais c'est vrai qu'on ne se bat pas avec les mêmes moyens que des marques publicitaires. Ça, il faut être réaliste. On n'a pas les mêmes budgets quand on fait un plan de com, une stratégie de communication dans le secteur culturel que dans le secteur privé. Mais ça n'empêche pas qu'on peut quand même faire passer notre message et réussir à remplir nos salles. C'est pas un souci, mais on a aussi des circuits parallèles, par exemple. Si on va chez l'épicier du coin pour demander à mettre l'affiche d'une expo, il le dira oui. Si c'est un commercial qui démarche pour mettre une affiche sur sa marque, bah non, le gars va dire c'est payant. Donc on a un circuit aussi entre nous. Toutes les newsletters qui font circuler les informations entre secteurs, etc. Ben voilà. Donc il y a vraiment une communication parallèle à celle, on va dire, mainstream. Ça, c'est vrai que c'est... Mais il faut en prendre conscience, et quand on rentre dans ce circuit-là, ben, il faut essayer de les connaître, quoi. Ok. J'avais un autre sujet à aborder, plutôt une thématique. Je voulais parler un peu de la crise actuelle liée à la Covid et avoir ton point de vue sur qu'est-ce que ça a changé toi, dans ton quotidien et qu'est-ce que tu as vu aussi comme évolution au niveau de ton métier. Alors, moi déjà, ça a changé le fait de rester à la maison alors que j'étais plus nomade, c'est-à-dire que je bougeais partout en Belgique, en France,
pour intervenir dans plein de lieux culturels et auprès des artistes. Donc effectivement, ce côté sédentaire m'a un peu freiné. Enfin, pas freiné, mais en tout cas, j'ai pris conscience que j'étais vraiment nomade, en fait, et que je bougeais partout, et que j'aimais ça, aller à la rencontre des gens. Donc du coup, je me suis dit, je veux continuer à être en contact avec les gens. Donc j'ai assez vite basculé dans le distanciel, via Zoom, Teams, Skype et tout ça. Je faisais déjà des webinaires avant. Donc c'était pas nouveau pour moi au niveau de la formation en ligne. Je donnais déjà des webinaires en ligne et donc ça a été assez vite. Smart m'a contacté pour dire tiens, comme on sait que tu as l'habitude, est-ce que tu peux transférer? Donc quasi toutes mes formations, en tout cas une grande majorité, je les ai transférées en numérique, en distanciel. Et voilà, après c'était créatif parce que j'ai dû trouver des moyens d'adapter mes ateliers qui se faisaient normalement en physique, en distanciel, avec des outils collaboratifs en ligne. J'en ai découvert plein, j'en ai testé plein et j'ai voulu continuer à garder des licences. J'ai dit oui d'office, ok, on transfère, on passe au numérique s'il faut. Mais c'est vrai que la photo que je t'ai envoyée là pour me présenter, c'est une photo qui a été prise il y a exactement un an, le 20 mars 2020, dans mon jardin. Parce que c'était mon nouveau QG, quoi. Et j'ai vraiment bossé beaucoup dans mon jardin pendant l'été passé. Voilà, et puis effectivement, je donne cours dans 2 hautes écoles, donc mes cours ont été basculés aussi très vite à distance. Donc donner cours à distance avec des étudiants, quand il y en a 100 qui sont connectés, voilà, c'est pas la même chose que d'être dans un auditoire et voir la tête des étudiants. Pour un cours, ça a été hyper dynamique, c'était vraiment très chouette. Pour un autre, ça a été plus difficile, on voyait que les étudiants décrochaient. Et au niveau des formations et des consultances, on allait commencer notamment une consultance pour un lieu culturel, et je leur ai dit, écoutez, même si c'est le confinement, c'est justement l'occasion de penser votre stratégie maintenant, comme ça, une fois que ça rouvre, vous êtes prêts. Et donc, j'ai fait le forcing pour qu'on la fasse à distance. Alors, je dis pas que c'est la même chose, mais on a quand même réussi à avoir un chouette résultat. Donc, c'est possible. J'ai prouvé qu'on peut le faire. Et donc, j'ai tout géré, les formations, les consultances à distance. Et là, depuis le début de l'année, je commence à reprendre un peu du présentiel parce qu'on en a besoin. Donc, je retrouve les gens sur place parce que j'ai recommencé à faire des formations. Je me suis même rendu compte que pour les formations, il fallait que je réapprenne aux gens à être en présentiel. Donc, j'avais fait un petit slide humoristique pour leur dire, voilà, attention, ici, comment ça se passe, c'est plus à distance. Mais voilà, donc oui, c'est vrai que j'ai assez vite basculé dans le numérique parce que je le pratiquais même avec mes étudiants en auditoire, j'utilisais déjà des outils collaboratifs. Voilà, j'étais déjà hybride dans toutes ces démarches pédagogiques, donc ça n'a pas été difficile. C'est juste pesant, effectivement, d'être toute la journée devant l'écran. Mais voilà, je trouve que c'est intéressant. J'ai fait des formations, notamment pour Smart, où on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas que ceux de Belgique qui pouvaient se connecter. Du coup, on a accepté des artistes de France et d'autres pays. Et ça, voilà, il y a des plus-values quand même, des choses intéressantes à regarder. Parce qu'au début, les webinaires que j'avais déjà fait avant, c'était vraiment ces démarches-là de dire, il y a des gens qui peuvent venir se libérer un jour ou deux pour faire une formation, et d'autres qui ne savent pas, qui sont dans des postes et qui peuvent peut-être juste faire 1 heure ou 2 par jour de temps en temps. Donc on avait mis en place déjà des webinaires pour ça, pour toucher un nouveau public qui ne peut pas prendre 1 journée ou 2 de formation. Donc voilà, moi je trouve que c'était intéressant, ça a permis de tester plein d'outils. Mais voilà, après ça reste du physique. Mais c'est vrai que pendant toute l'année 2020, j'ai eu énormément de gens qui m'ont contacté aussi pour trouver des solutions. C'était Jérôme, qu'est-ce qu'on fait? Comme eux, comme moi, c'était la première fois qu'on vivait ça. Et donc, moi j'avais la pression parce qu'ils s'attendaient que je leur donne des réponses. Et voilà, donc c'était assez intéressant. Et voilà, et puis voilà, moi je sais que j'ai écrit un texte que j'ai publié régulièrement sur mon site qui partageait toutes ces réflexions, etc. Et c'est ça qui est... Moi, j'ai continué ma démarche que j'avais faite depuis le début, c'est-à-dire que j'ai aidé le secteur, j'ai partagé des conseils, j'ai essayé de le soutenir au maximum. Même sur ma page Facebook, les gens m'envoyaient des messages et je leur répondais volontiers, quoi. Il n'était plus question de mettre en place, on va dire, des consultants sur des formations, il était de dire trouvons des solutions ensemble. Voilà. Donc effectivement, le secteur c'est beaucoup ralenti. Alors il faut savoir qu'ici en Belgique, les musées sont ouverts, contrairement en France. Mais la réalité est entre le premier et le deuxième confinement. Donc clairement, on a vu que autant au premier confinement, les gens étaient hyper créatifs sur les réseaux sociaux et les
plein d'idées, etc. Autant le deuxième confinement, ça a un peu refroidi tout le monde. Et les gens sont en train d'attendre. Et donc moi, ce que je conseille aujourd'hui aux chargés de communication dans ces lieux-là, c'est outillez-vous, maîtrisez vos outils, et quand il y a des occasions que vous voyez que ça passe, ok, allez-y, testez des choses. Mais soyez, j'avais utilisé l'image de la piscine à balles. Soyez comme dans une piscine à balles avec plein de couleurs, où vous avez plein d'outils à votre disposition, et en fonction des besoins, vous les utilisez. Mais apprenez à les maîtriser, quoi. Donc voilà, et on a vu aussi très fort, je trouve, la différence entre les lieux culturels qui étaient subventionnés et les lieux privés. Je pense qu'avant, le public ne se rendait pas forcément compte. On allait à une salle de spectacle, on allait voir un musée, etc. C'était pas évident de savoir s'il était subventionné ou pas. Et je trouve qu'ici, on a quand même vu vachement la différence entre ceux qui ont eu les moyens aussi de survivre, on va dire, et ceux qui étaient totalement largués, quoi. Et voilà, et donc moi, de toute façon, j'aide les deux, et je pense que c'est intéressant que, à un moment donné, on va devoir de toute façon donner confiance aux gens. La communication, elle peut aider ça, redonner confiance aux gens, les informer correctement, et faire en sorte que tout le monde puisse reprendre ses activités. Et tes réponses aux sollicitations, elles ont été plus digitales et plus créatives que avant le confinement, enfin avant les confinements. Mais les pratiques qu'on a vues comme Thyssen Art Quarantaine et tout ça, tous les projets de médiation culturelle, en fait, c'était déjà des conseils qu'on donnait aux musées. Et les musées ne le faisaient pas. Et là, du coup, maintenant, ils ont osé le faire. Donc, je crois que les conseils ont été les mêmes, mais ça a été dans le fait aussi de prévoir sur du long terme aussi de comment est-ce que je vais pouvoir tenir le coup, comment est-ce que je peux réagir, est-ce que je réagis ou pas, comment est-ce que je me positionne vis-à-vis de ce confinement. Voilà, et c'est toujours la même chose, c'est la question du sens et du musée. Finalement, le musée, qu'est-ce que lui il a besoin, comment est-ce que lui veut se positionner, est-ce que ça a fait du sens par rapport à ses expos ou pas. Donc voilà, essayer de faire parler le musée autrement. Ce que je disais aussi, c'est que au lieu de dire ce qu'ils font, maintenant ils sont obligés de dire ce qu'ils sont. Et donc de parler d'eux, etc., et de garder le lien avec le public. Donc je pense qu'il y a eu vraiment de très chouettes moments, même sur Instagram, avec des rencontres entre un commissaire et un artiste exposé, et discuter comme ça, ton plus de manière très simple. Il y a quelque chose de très naturel, je trouve, dans la relation digitale. La relation digitale qui a eu lieu, je trouve il y a des barrières qui sont tombées, qui sont devenues beaucoup plus naturelles de discussion, etc., qui étaient très chouettes. Et puis voilà, et puis il y en a qui ont dit non, nous on s'arrête et on réfléchit et on reprendra quand on se sent à l'aise. Et donc c'est une autre stratégie aussi, c'est pas un problème. Mais il faut juste être raccord avec soi et son public, quoi. Et du coup, moi j'ai une dernière question. J'aime bien finir sur des petits conseils. Donc j'ai bien compris qu'en Belgique, les lieux culturels, en tout cas les musées, sont ouverts. Nous, c'est encore fermé. Et est-ce que tu as des petits conseils à donner justement aux chargés de communication qui doivent travailler encore dans ce contexte-là un peu incertain et qui ont du mal peut-être aussi à savoir quoi faire, à se renouveler en fait? Est-ce que tu as des petits conseils à leur donner? Alors, c'est évident qu'ils doivent se préparer à la réouverture, malgré tout. Donc il faut qu'il y ait une stratégie claire par rapport à la réouverture et la manière dont ils vont se lancer là-dedans. Parce qu'une fois qu'ils seront repris dans leur quotidien, il ne faut pas qu'ils soient dépassés. Donc, je pense qu'il y a d'un côté être prêt pour la réouverture avec tous les moyens, et d'un autre, comme j'expliquais, c'est d'essayer d'être connecté avec son public au moment présent. On ne peut plus. Aujourd'hui, on ne peut plus anticiper. On ne peut plus faire de plan de communication. C'est impossible. On ne sait pas quand est-ce que ça va réouvrir. On ne sait pas comment est-ce qu'on peut prévoir de l'affichage pour dire que notre expo rouvre dans c'est pas possible. Donc, à côté du fait de déjà anticiper, d'avoir une stratégie pour la réouverture, claire, en disant voilà comment est-ce qu'on va annoncer notre ouverture, voilà comment est-ce qu'on va recommuniquer une fois que ça va rouvrir, tout est prêt. Il faut que les communicateurs s'outillent, se sentent à l'aise avec les outils de communication, quitte à un petit peu se former, voilà, c'est l'occasion finalement de se former, d'apprendre à mieux maîtriser, de un peu, je pense à des réseaux comme Facebook qui ont changé de nouveau leur configuration de page, etc. C'est l'occasion d'aller un peu fouiller dedans, ou de voir les fonctionnalités des guides sur Instagram et autres, essayer de comprendre les fonctionnalités et de sentir son public sur les réseaux sociaux et au niveau des demandes digitales.
et d'être avec eux au moment présent, et de voir petit à petit, de partager des choses. En fait, le pire, c'est de casser le lien qu'on a mis des années à construire. Mais il ne faut pas le forcer de manière un peu superficielle. Il y a toujours cette connexion et d'être en relation avec les gens, de discuter. Et je pense que les chargés de communication, ils doivent faire ça. C'est-à-dire à la fois s'inspirer de musées. Et donc quand tu disais, tiens, est-ce que tu n'as pas des pistes, etc., ils ont plus d'idées, etc. Mais voilà, de voir un peu ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, de voir un peu l'objectif du musée, c'est la même chose. L'objectif du musée, quand est-ce qu'on se positionne, tiens, on n'a pas parlé de ça, mais pourquoi on n'a jamais parlé de ça? Là, on pourrait parler de ça. Donc, voilà, d'un peu renforcer l'identité du musée, le positionnement du musée, d'autant que ce qui est fermé. Et en fonction des opportunités, de réagir et de faire le lien entre l'actualité et le musée. Pour être toujours en connexion avec son public. Et dire que le musée, au-delà du bâtiment fermé, il y a un projet, il y a des valeurs, et il y a un point. Ouais. Je crois que c'est vraiment ça, et voilà, et de tenir. Alors effectivement, on n'est pas sur des publications quotidiennes parce que c'est difficile à tenir, mais d'avoir un programme qui permet de rester en lien et d'expliquer aux gens, ben voilà comment est-ce qu'on va rester en contact, même si on est fermé. Et comme je disais, fermé, ça ne veut pas dire interdit de communiquer. Et on parle du digital, mais ça peut être même du physique, quoi. Que les gens du musée s'installent dans un marché en disant, ben voilà, on est là, on discute avec vous des dernières visites que vous avez faites au musée, c'est intéressant. Ben voilà, ouvrons-nous à physique et digital complémentaires. Gardez ce lien. Comme ça, au moment où ça peut réunir, il va falloir de nouveau aller les rechercher. Parce que on a vu les événements qui sont passés en numérique, en digital, ce sont les ou les festivals. C'est très intéressant parce qu'ils ont pu toucher plus de monde, et surtout à l'international. Et je me souviens qu'il y a des gens qui nous expliquaient que dans certaines conférences ou dans certains concerts, ils ont des salles de 500 personnes, mais quand ils le font en numérique, des live streaming, ils touchent 1000, 2000, 3000 personnes. Donc ça, c'est hyper intéressant. Mais à côté de ça, tous les événements numériques se concurrencent mutuellement. Et donc, on devient concurrent d'un autre opérateur qui n'y était pas avant. Et donc, voilà, tous ces publics-là, ils se sont un peu dispersés. Et l'idée, pour moi, c'est d'être prêt à partir du moment où on relance et que voilà, que ça pas une fête, mais en tout cas qu'on puisse reprendre dans de bonnes conditions. Et voilà. Et ça sera aussi effectivement la stratégie de relance, c'est d'expliquer aux gens, de leur donner confiance et de leur donner des raisons. À quoi ça sert que je me déplace pour aller voir un concert alors que je peux le voir sur l'écran? Donne-moi une raison, quoi. Moi je suis convaincu que il faut aller voir le concert en live et dans la salle avec plein de gens autour, hein, comme voir une expo, c'est quand même hyper intéressant au niveau du côté augmenté en ligne numérique. On voit des choses qu'on ne voit pas en vrai, etc. C'est hyper intéressant, mais ça reste un complément à la vraie visite. Donc le conseil, ce serait continuer à faire du lien, en fait, en communiquant, pour ensuite pouvoir réouvrir et créer une certaine proximité avec son public pour... Oui, et je pense que le confinement a amené ça. On voit aussi même les artistes célèbres qui se filmaient dans leur salle de bain ou dans leur cuisine en train de discuter simplement. Il y a eu un côté plus naturel qui est venu grâce au confinement, et ça n'empêche pas de construire un vrai discours, quoi. Et je pense qu'effectivement, de garder ce lien, ça fera plaisir aux gens de se revoir et de vivre ça. Et donc, il faudra les chouchouter. Sinon, il faut venir en Belgique, puisque les musées sont ouverts. Oui, non, moi j'ai été déjà, même le week-end passé, je suis retourné voir un musée, ça fait du bien, et il y avait du monde. Donc après, ce sont des jours limités, hein, donc ils sont ouverts et on est obligé de s'inscrire, et ils peuvent accepter qu'un certain nombre de visiteurs par tranche horaire. Mais il y avait des gens, et ça faisait plaisir, quoi. Donc oui. Mais ça va. On a hâte. On a hâte en France, en tout cas. Voilà, moi je n'ai plus de questions. J'ai tout posé, j'ai eu les réponses à tout ce que je voulais. Je sais pas si vous, en tout cas ceux qui sont encore là, ont des questions. Parce que je vois que Cyril Leclerc
nous a quittés. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. En tout cas, j'espère qu'on a donné envie aux gens de faire de la communication culturelle. Ah ben je suis sûre que oui. Parce que c'est pas facile et effectivement, ça reste encore peu connu dans certains milieux qui ne reconnaissent pas trop l'intérêt, mais moi je vous dis, allez-y, vous allez voir, on s'éclate. Quand on peut vraiment mettre ses compétences communicateurs au service d'un projet culturel, on s'éclate, quoi. Et on peut être créatif et avoir plein d'idées. Et c'est vraiment, je trouve ça... Ouais, un chouette métier. Un chouette métier, mais je trouve qu'il y a, on manque de formation, on manque de livres, on manque de tout ça. Voilà. Et donc, je crois que tu avais mis mon site. Ouais. Sur le site, il y a les références des 4 livres que j'ai écrits qui sont vraiment liés à la communication culturelle. Et ce sont pas des suites, mais ce sont vraiment des ouvrages qui répondent à des questions que j'ai eues de manière récurrente en formation. Et donc je me suis dit, à partir du moment où tout le monde est coincé au même endroit, où il y a toujours ce point-là que je dois à chaque fois expliquer ou développer, je me suis dit, alors ça vaut un bouquin. Et donc le premier, c'est vraiment sur comment traduire sa création de communication. Vraiment, le premier, c'est vraiment de mettre des mots et des images sur son projet. Ça, c'est communiquer son projet artistique. Le deuxième, cultiver sa communication, c'est le fait qu'effectivement, en tant que chargé de communication, on ne fait pas que lancer des projets, mais on fait vivre ceux qui existent. Et souvent, on fait ça. Et donc, du coup, cultiver sa communication, c'est apprendre justement à prolonger son expérience. 52 remèdes à l'incommunication, ça, c'est plus pour ceux qui ont envie de réfléchir à la communication au-delà des grandes théories qu'on entend et qu'on apprend parfois à l'école. Donc, c'est vraiment un essai plutôt sur penser la communication aujourd'hui. Dernier, apprendre à apprendre, ça c'est plus pour des formateurs. En fait, on m'a demandé souvent aussi de former des gens qui forment à la communication culturelle. Et je me suis dit, finalement, je peux vous expliquer comment moi je m'y prends, et puis vous voyez comment vous avez envie de vous y prendre, quoi. Je ne sais pas forcément dire ce qu'il faut faire, mais j'explique comment moi je conçois mes formations, mes cours, pour montrer qu'il y a moyen de faire finalement, même dans de hautes écoles, même en formation avec des adultes et tout ça. Et, voilà, et c'est vrai que ils font leur petit bonhomme de chemin. Je sais que le premier a été vraiment un premier coup pour le secteur parce que c'est la première fois qu'on mettait ce genre de mots sur le marketing culturel et que ça a fait un bien fou. Enfin, il est partout dans toute la francophonie internationale. J'ai des échos d'un peu partout, que ce soit au Canada, en Calédonie, dans le Maghreb, enfin, voilà, partout. Et voilà, et c'est le but en fait. Moi, c'est pour ça que j'ai accepté ton invitation aussi, c'est que c'est pas pour rien que ma démarche elle est vraiment généreuse en dire osons faire de la communication culturelle, osons être créatifs. Et je sais qu'en tant que communicateur, parfois on est un peu seul dans son musée ou seul avec son projet. Et ben voilà, c'est l'idée de faire réseau et de partager nos bons conseils et nos bonnes pratiques. Ouais, bah c'est exactement l'idée de ma chaîne aussi, donc tout se rejoint. Tout se rejoint. Je vois que le chat n'a pas forcément de questions, en tout cas, ils ont l'air d'avoir apprécié, donc c'est cool. J'ai passé un bon moment aussi. Merci Jérôme. Bah écoute, au plaisir de voir ce que tu vas encore nous concocter. Et oui, j'y travaille. J'y travaille. Bah, merci à tous, merci au chat aussi pour vos questions et votre intérêt. Enfin, c'est toujours sympa de voir qu'il y a des gens qui s'intéressent à ce qui nous intéresse. Donc voilà, on se retrouve dimanche prochain. Je sais pas encore trop sur quoi, mais on verra. Voilà. Bonne fin de journée. Salut, ciao. Salut, à bientôt, merci beaucoup.